Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'amphithéâtre Bernard Huette, qui accueille aujourd'hui la 4e conférence de ce cycle intitulée Autour des pratiques de réhabilitation, sous le prisme ce soir des cinémas. Donc l'association Architecture, Patrimoine et Continuité que je représente ce soir en tant que secrétaire vous remercie déjà pour votre présence. Nous remercions aussi Grishka Martinetti de l'atelier PNG et Antoine Chaya d'avoir répondu positivement à notre invitation pour partager avec nous leurs pratiques autour de la réhabilitation des cinémas. Merci aussi à l'ENSA Paris-Belleville qui nous permet d'accueillir depuis déjà plusieurs années ce cycle de conférences dans ses locaux. Pour vous présenter brièvement l'association APC Belleville, elle regroupe à la fois des architectes en formation, mais aussi titulaires du DSA Architecture et Patrimoine, qui est enseigné ici même à l'ENSA Paris-Belleville. Donc, nous aimons partager que l'on met en avant donc, dans notre métier, à la fois l'artisanat, les entreprises qui participent avec nous donc à l'architecture et à son patrimoine. Donc, formation, visite et aussi conférences, donc peut-être ce qui nous anime le plus, puisqu'on aime discuter et partager. Donc aujourd'hui, la 4e conférence autour de ce cycle, nous allons d'abord parler de la réhabilitation des logements, donc avec Julien Boideau et l'atelier Bien Urbain. Nous avons aussi parlé donc, de la réhabilitation énergétique des ENSA avec les agences d'Adour de Pouce et Benoît Mignal, architecte. Nous avons pour en dernière date la conférence des théâtres avec Blanc et Roux, architecte, et Art Bergklot. Donc merci d'être présents ce soir. Avant de laisser la parole à Stéphanie Oscar qui va vous présenter la pratique de ces agences, nous avons quelques événements à venir, dont la visite des carrières de Pierre de Saint-Maximin en juin, également la visite du quartier de la Maladrerie à Aubervilliers, donc, qui sera avec Yves Evremer, donc co-architecte avec René Gaillusté, donc de ce chez l'œuvre. Et ensuite, en septembre, sur un temps plus long, un week-end pour aller visiter donc, les carrières et usines de chaux à Saint-Estienne. Merci d'avoir répondu présent. Donc, je vous laisse avec Stéphanie, Oscar, Grishka Martinetti, Antoine Chaya et les cinémas. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Merci Alina pour cette introduction. Donc, comme Alina vous l'a dit, notre cycle de conférences autour des pratiques de réhabilitation propose la rencontre de 2 approches de réhabilitation autour d'une même typologie architecturale afin de nourrir le dialogue sur les enjeux de préservation, de transformation et d'adaptation des patrimoines bâtis. Donc, après notre rencontre de janvier qui s'est consacrée à la réhabilitation des théâtres, nous poursuivons notre exploration du thème culture, spectacle et divertissement en nous intéressant cette fois aux salles de cinéma. Donc, les salles de cinéma sont des espaces de rencontre entre le film et le spectateur. Et c'est aussi l'expérience est nourrie avec l'atmosphère du lieu. Donc à Paris, Paris dispose d'un riche héritage architectural. Il abrite une grande diversité de salles avec des spatialités différentes et singulières. Depuis plus d'un siècle, ce paysage cinématographique change constamment. Au début du 7e art, les théâtres ont été réhabilités et transformés en cinéma, tel que le théâtre de Vaudeville, devenu Pathé Palace, qui sera présenté par Antoine Chaya du Renzo Piano Building Workshop. Puis, suite à la réhabilitation des théâtres, les premiers cinémas en tant que tels ont été édifiés, véritables palais du nouvel art. Ils sont résolument modernes et empreints du style architectural de leur époque, savoir l'art déco, comme il a été illustré avec le Grand Rex. Puis les salles noires ont cessé de se réinventer conjointement aux évolutions de l'industrie cinématographique. Face aux crises de l'industrie, certains cinémas ont été transformés en boutiques, en restaurants, voire comme le Pâté Pantin en garage. Il n'existe plus. De nouveaux cinémas voient le jour, répondant aux normes actuelles de confort et aux avancées technologiques, et d'autres
encore aujourd'hui surtout. Emblématiques et oubliés font l'objet de réhabilitation attentive. C'est cette dernière dynamique que nous mettons à l'honneur ce soir à travers deux projets récents de réhabilitation du cinéma parisien signés par un même architecte, Auguste Bussen. Auguste Bussen est diplômé de l'École des Beaux-Arts en 1997. Il débute sa carrière au ministère des Colonies, puis le ministère des Postes et des Télégraphes, avant de se spécialiser dans la conception de lieux de divertissement tels que les casinos, les établissements thermaux et les théâtres et cinémas. Donc, nous aurons le plaisir ce soir d'écouter nos deux invités, donc Rishka Martinetti, architecte associé de l'atelier PNG, qui nous présentera la restauration des façades et toitures du Grand Rex, un cinéma inauguré en 1932 et classé monument historique depuis 1981. Puis Antoine Chaya, donc architecte et partenaire du Renzo Piano Building Workshop, qui nous exposera la réhabilitation du cinéma Paramount, inauguré en 1927 et connu aujourd'hui sous le nom de Pathé Palace. Je vous laisse prendre place si vous voulez. Je laisse Rishka Martinetti prendre place de l'atelier PNG. Pour vous présenter l'atelier avec P, N et G. Vous êtes trois architectes associés depuis 2007. Antoine Petit, Nicolas Debicki et Rishka Martinetti. Architecte du patrimoine, mais aussi photographe et infographiste. Vous avez été formé à la North London University, puis à l'école de Chaillot, et vous débutez votre parcours professionnel au sein de l'agence Jean Nouvel, avant de cofonder PNG. Installé à Paris et à Voiron, en région d'Auvergne-Rhône-Alpes, votre agence défend dans chaque projet une vision de continuité entre le lieu, l'ouvrage, son histoire et le paysage. Une approche sensible et rigoureuse qui a été reconnue à plusieurs reprises. En 2014, vous êtes lauréat de l'album des jeunes architectes, AJA, et paysagistes. En 2021, vous recevez l'équerre d'argent pour le groupement scolaire et périscolaire de Neveu-Seine en Haute-Savoie. Et le jury salue une architecture efficace, subtile et au service de la communauté. Et enfin, en 2024, la mise en lumière du Grand Rex est distinguée par le concours Lumière organisé par le SNES. Je vais prendre une citation qui est la vôtre. Chaque projet est une histoire de voyage, de rencontre, une continuité. Avant nous, il y a ceux qui explorent, qui transforment, qui produisent. Avec nous, il y a ceux qui désirent, qui réalisent, qui mettent en œuvre. Après nous, il y a ceux qui habitent, qui entretiennent, qui utilisent. Bâtir par, avec et pour sont les conditions de la création. Cette citation de votre atelier résonne tout particulièrement pour les architectes intervenant dans un cycle de transformation d'un édifice. Certains éléments subsistent, d'autres se révèlent et de nouveaux viennent s'y insérer. Tout cela dans un mouvement de continuité. Je vous laisse donc la parole pour nous raconter ce voyage, ces rencontres et la continuité avec le Grand Rex. Merci beaucoup pour l'invitation, d'autant plus pour parler d'un projet qui est très important pour nous à l'agence, parce que c'est un projet qui a commencé en 2020 et en fait qui continue, un peu un projet au long cours et qui résonne avec une histoire familiale, parce que je pense qu'on a très souvent des histoires communes liées au Grand Rex, parce que c'est un lieu particulièrement populaire et qui l'est depuis plus de 90 ans. Et donc pour un architecte qui s'intéresse aux êtres humains et à la manière dont ils vivent les lieux qui sont construits, c'est une leçon en fait, ce type de bâtiment. Participer au fait de les maintenir, c'est très important. Voilà, je suis très heureux d'être là ce soir. En plus, j'ai une partie de mon agence qui est juste là et je les remercie. Ça me fait plaisir qu'ils soient présents. Je vois aussi des étudiants que j'ai croisés à la Villette l'année dernière et cette année. Donc ça permet aussi de mélanger les écoles. Je trouve que ça, je suis ravi que vous soyez là. J'ai aussi quelques collègues dans la salle que je salue. Et voilà, ça fait partie de notre vie. Moi, je suis enseignant. Et il n'y a pas que ce que je fais à l'agence qui compte, il y a aussi ce que j'essaye de transmettre pour les générations à venir. Donc ce projet, il a été mené conjointement avec Stéphane Thomasson, avec qui j'enseignais à
de Seine et qui avait été approché pour travailler sur un projet au début de ravalement en fait, de ce bâtiment, un simple ravalement. Et comme il est inscrit au monument historique et pas encore classé, il pouvait s'occuper des travaux au sol, mais ça l'embêtait, donc il avait besoin de quelqu'un qui avait une sensibilité à ce type de patrimoine, et il m'a appelé. C'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Il a une inscription territoriale, en fait, ce bâtiment, parce que c'est vrai qu'à Paris, comme c'est une ville très dense, dans une région très dense, on oublie que c'est un territoire. En fait, il y a une topographie, une toponymie, il y a plein de choses en fait, qui nous rappellent que c'est une ville sédimentée, particulièrement sédimentée. Et les grands boulevards, que l'on fait doucement apparaître ici, sont en fait historiquement un ancien bras de la Seine. Parce qu'en fait, la Seine avait beaucoup de ramifications dans Paris. Et donc c'est en fait une espèce de trace qui est restée, qui est devenue un boulevard. Et ce boulevard, enfin, ces grands boulevards, ils sont très importants parce qu'ils sont plutôt, là on est rive droite, et c'est presque comme un pendentif qui relie les îles, la Seine à la Seine. Le pendant de l'autre côté, ce sera un peu la rue de Tolbiac et la rue d'Alésia, qui ont presque une continuité en fait. Et sur ces grands boulevards, c'est un peu un hasard de la vie, mais c'est aussi toute une partie de l'histoire du cinéma qui s'est écrite sur ces grands boulevards. Donc, entre autres, le fait que la première projection publique du cinématographe des Frères Lumière s'est faite boulevard des Capucines, d'ailleurs pas très loin du bâtiment que vous avez réhabilité, que j'ai mis sur la carte. Mais c'est aussi de l'autre côté, pour pur hasard, mais c'est l'endroit où est né Georges Méliès. On est plus proche de la place de la République. Et puis, un peu au milieu, en fait, de ce pendentif, il y a le Grand Rex, qui en plus se retrouve dans une position particulière entre, historiquement, le Paris de l'Ancien Régime et puis le Paris des 20 arrondissements créés par Haussmann. C'est un bâtiment en fait qui a été commandité par Jacques Haïk, qui peut-être n'était pas vraiment familier, mais qui dans l'histoire du cinéma était important, entre autres parce que c'est à lui qu'on doit l'importation en fait, des films de Charlie Chaplin en France. C'est même lui qui lui a donné le surnom de Charlot. Et en fait, il a une histoire particulière parce qu'il est un peu un pied aux États-Unis, un peu un pied en France. Et on va voir que ça a eu une importance en fait dans le projet. Donc lui, en fait, il se lance dans le cinéma, et dans les années 20, il comprend qu'il y a une mutation à venir, parce qu'il y a des prémices, et puis il y a la grande transformation du cinéma avec l'apparition du cinéma parlant. En fait, ça va donner une espèce d'énergie seconde à l'histoire du cinéma en France, y compris à Paris, et donc il va y avoir l'idée de fabriquer des cinémas. Alors au début, on a plutôt tendance à les réhabiliter. On réhabilite souvent d'ailleurs des anciens théâtres, et c'est ce qu'il fait. Donc, entre autres, il transforme l'Olympia en cinéma. Alors, il aurait été retransformé derrière en salle que l'on connaît aujourd'hui, et c'était un cinéma sous Jacques Haïk, et il transforme aussi un autre théâtre qui s'appelle le Colisée. Et donc, ce sont des réhabilitations. En fait, il veut marquer le coup avec une opération presque de communication, c'est-à-dire de fabriquer le plus grand cinéma de Paris. Et donc, il se lance dans le projet de construire le Grand Rex. Alors au début, on a retrouvé quelques documents où il a un peu la folie des grandeurs sur le nombre de fauteuils. À la fin, on arrive quand même à un chiffre tout à fait honorable, on le précisera après. Mais il y a vraiment une espèce d'hubris. Voilà, il veut fabriquer quelque chose qui en est plein la gueule. Ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, le directeur actuel du cinéma a exactement en fait, la même idée. Donc c'est marrant. Il y a une espèce de continuité intellectuelle. Et donc il fait appel à deux architectes. Alors le premier architecte, on en a parlé, en fait c'est un architecte de l'époque qui se fait beaucoup remarquer au tournant du 19e, 20e siècle, et notamment à l'exposition universelle de 1900, parce que c'est l'architecte des biscuiteries Lu à Nantes. Et il construit plusieurs bâtiments pour eux, alors déjà à l'exposition universelle, puis il fabrique les biscuiteries elles-mêmes, qui ont été réhabilitées après par Patrick Bouchin et qui sont devenues le lieu unique. Il y avait deux tours à l'époque, vous les voyez ici en image, il n'y en a plus qu'une. Et en fait, c'est cet architecte qui l'a fait. Il a aussi construit beaucoup au Touquet. C'est lui qui a restructuré une bonne partie du Touquet, avec une architecture du loisir, des casinos, des théâtres, tout ça. Et donc il est vu à l'époque, dans les années 20, comme un architecte qui bombe dans ce domaine. Et comme il a un pied aux États-Unis, Jacques Haïk veut aussi marquer le coup et faire venir les États-Unis en France. Et il a l'idée de faire travailler un architecte américain qui s'appelle John Everson. Et lui, il a une particularité, c'est qu'il fait des cinémas dits atmosphériques. On rentrera plus dans le détail après.
Il n'y en a pas en France à l'époque. Et l'idée, c'est d'appeler ces deux architectes à fabriquer un cinéma unique. Donc unique aussi par le dispositif scénographique de la salle. C'est aussi un projet qui intègre énormément de savoir-faire d'artisanat, art déco de cette époque-là. Donc Maurice Dufresne, qui est un décorateur très important de l'époque, et aussi Henri-Édouard Navarre, qui est un sculpteur, qui sont deux personnages très importants en fait dans aussi une grande partie de ce qui fait l'identité du Grand Rex. Alors c'est un chantier très important, il y a des bâtiments qui existent à ce moment-là, ils sont rasés, et il y a un travail qui est fait d'aller chercher le sol très profondément, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est un ancien bras de la Seine à cet endroit-là. Donc il faut se fonder très profondément à 18 mètres. Donc c'est toute une histoire. Et ils vont creuser jusqu'au bout. Hein. Il y a plusieurs niveaux en fait sous le Grand Rex. Toute cette partie-là est en béton. Et en fait, tout ce qui est au-dessus, c'est un peu un décor de cinéma, c'est une construction métallique qui est ensuite remplie avec une maçonnerie de remplissage, voire même des briques d'autres chantiers, pour presque faire une architecture, on pourrait dire, de carton-pâte. Le cinéma est inauguré en 1932, le 8 décembre. Il est quand même inauguré en présence d'un des frères Lumière. Donc ça montre aussi quand même l'importance de ce bâtiment à l'époque. On voit, il y a encore des dispositifs qui feraient frémir les SPS d'aujourd'hui. En fait, en partie haute, là, il y a encore des petites planches. Là, c'est pour le peintre qui n'a pas encore terminé de peindre le bâtiment. C'est grand raout, énorme fête pour l'ouverture, avec des documents qui sont diffusés. Ils en ont fait la pub depuis un certain temps, de s'assurer que ça va être la plus grosse fête de Paris. Donc il invite beaucoup de gens. Et il fait carrément une scénographie ce jour-là, avec déjà une stylisation art déco d'un bâtiment art déco, un côté un peu Inception. Et il livre un bâtiment qui est très très singulier pour l'époque, parce qu'en fait, il est art déco, on rentrera dans le détail après, c'est un bâtiment qui en fait est à la lisière d'une espèce d'art déco triomphant, mais en même temps commence à avoir des accents modernes très forts. C'est un bâtiment très hybride. Et à l'intérieur, il est complètement baroque. Parce qu'il raconte quelque chose qui n'a rien à voir avec l'extérieur, qui essaye de singer ce qui pourrait être une espèce de paysage architectural méditerranéen, sachant qu'on a récemment eu accès à des archives qui montrent à l'origine ça devait être plutôt médiéval, donc il y a eu beaucoup d'évolutions là-dessus. Ils ont eu peur du côté médiéval, donc ils ont fini par opter pour quelque chose de plus invitant, qui, dans une ville plutôt septentrionale comme Paris, fait rêver, c'est-à-dire la Méditerranée. Et c'est un bâtiment qui, comme il a 90 ans, aujourd'hui il fait même plus, il en a maintenant, il en passe 93, qui a une longue histoire. Et on hérite de cette histoire. Une de parties de cette histoire, c'est que ce bâtiment est réquisitionné pendant la Seconde Guerre mondiale et devient ce qu'on appelle un Soldaten Kino. Donc, ils sont représentés sur la carte que vous voyez à gauche. En fait, c'est des cinémas qui sont récupérés pour faire de la propagande pour l'armée nazie. Donc ça marque beaucoup le bâtiment à l'époque. Il est restauré une première fois, d'une certaine manière. Vous voyez aussi cette signalétique qui est mise devant, qui change en plus. Et en 1944, c'est vraiment un soulagement quand le Rex redevient le Rex. Ça va lui donner une espèce de second souffle, parce qu'en réalité, Jacques Haïk ne réussit pas à faire fonctionner le cinéma. Il tombe en faillite très très tôt, dans les années 30. Et le cinéma se retrouve dans les mains de Gaumont, et ensuite de la famille actuelle, qui est la famille Hellman. Et donc ce bâtiment est dans la famille depuis plus de 80 ans. C'est un bâtiment qui a énormément connu d'évolution, parce que l'idée c'est d'en mettre vraiment plein la vue, donc il faut toujours avoir ce que les autres cinémas n'ont pas. En réalité, en termes de surface d'écran, ce cinéma va être très vite dépassé. D'ailleurs, il y a des cinémas beaucoup plus grands qui sont construits à la même époque. Donc c'est pas là-dessus qu'il va réussir à se démarquer. Il va plutôt se démarquer en accessoirisant. Donc le premier accessoire, c'est la création d'une féerie des eaux. Alors elle existe toujours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, c'est un spectacle qui est fait pour les enfants. Donc il y a de l'eau qui est projetée à l'intérieur du cinéma, même à 50 degrés. Dans les années 50, on y installe le premier escalier mécanique de tout cinéma d'Europe, qui est quand même
aussi hyper particulier, parce que dans le fond, on n'est pas si pressé que ça pour aller dans la salle, on peut y aller à pied. Mais non, l'idée c'est d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas. On fait même venir des personnages importants du cinéma pour l'inaugurer. Et puis, comme ce bâtiment doit toujours, finalement, grâce à sa façade très grande, très spectaculaire sur la ville, faire la réclame de ce qui se passe à l'intérieur, en fait, c'est cette partie-là qui va connaître le plus d'évolution. Donc la façade, elle va, d'une certaine manière, aussi accueillir toutes les modes de l'époque, enfin, des époques qui ont suivi. Et donc on voit, à un moment, les petites ampoules des années 30 laissent place au néon, parce que le néon arrive dans l'architecture, on se met à tartiner le bâtiment de néon. Dans les années 70, il connaît une évolution très forte, qui finalement donne l'identité qui, pour beaucoup de gens aujourd'hui, est l'identité du Grand Rex encore, c'est-à-dire cette façade rouge très marquée, dont on vous voyez à droite un bout. Et puis, au fur et à mesure, pareil, toujours cette évolution technique, l'apparition du grand large, qui est un énorme écran, qui en fait n'est pas dans la cage de scène historique, parce qu'il n'y a pas de place, c'est un écran qui se met devant cette cage de scène, qui descend et qui immobilise 900 places. C'est-à-dire que sur 3200 places du cinéma, il n'y en a plus que 1600, je ne me souviens plus exactement, non, même moins, puisqu'il n'y a plus de balcon. Donc de fait, on doit être à 1500 places. Toutes les autres, elles sont complètement neutralisées. Et ça correspond à l'époque avec le Grand Bleu. Et le Grand Bleu va rester un certain temps à l'affiche pour aussi faire la publicité de cette nouvelle technique. Et ensuite, dans les années 2010, sont installés des écrans numériques. Alors maintenant, on est habitué à les voir partout, il y en a même chez les boulangers. C'est vrai qu'en 2010, c'était moins le cas. Et c'est un peu particulier. Et en 2020, moi, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ces écrans numériques. Donc ça, c'est l'état du bâtiment quand on en hérite, d'une certaine manière, en mars 2020. Et pour beaucoup de gens, le Grand Rex, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est l'état auquel ils avaient été habitués quasi toute leur vie, et y compris la famille. Et ça correspond, vous voyez la date, mars 2020, en fait à quelques jours du confinement. Donc ça me met moi dans une position particulière parce que je venais de visiter le bâtiment, même pas encore signé de contrat avec le Grand Rex. Ils avaient l'air plutôt de fonctionner à la confiance, donc ils me disent si, lancez-vous, nous on veut qu'on va avancer, c'est pas grave, le confinement à un moment ça va s'arrêter, en tout cas ils étaient très optimistes là-dessus. Profitons en fait de ce moment-là pour nous en mettre plein la vue. Donc c'est à ce moment-là que moi je me mets à réfléchir, je me dis mais attendez, vous avez en tête de faire un ravalement sur un bâtiment comme celui-là, c'est pas possible. Et j'ai l'intuition, alors que je l'ai toujours connu comme ça, ce bâtiment, en fait il n'a pas toujours été comme ça. Et je profite du confinement pour faire finalement une étude historique que j'aurais pas pu faire en fait dans le tumulte de l'école, de l'agence, de ma vie personnelle. Et je me dis, mais il faut profiter d'une chose, c'est que ce bâtiment, il a toute une histoire de sédimentation, il faut l'étudier. J'aime beaucoup cette citation d'Alvar Aalto, puisqu'elle raconte quelque chose, finalement, sur la question des permanences. C'est-à-dire que, on le sait bien, le capitalisme a très envie, en fait, de la nouveauté, parce qu'elle peut vous la vendre. C'est vrai que c'est difficile de vendre les choses anciennes. Et là, on était dans un cas de figure où on me demandait, finalement, d'arriver avec une forme de nouveauté. Donc j'ai retourné la chaussette en me disant la nouveauté en fait ça va être de revenir à l'état initial du bâtiment. Et donc ce travail, j'ai pu le faire justement parce que j'avais le temps. Je me suis mis en position, même photographiquement, d'essayer de reprendre les photos telles qu'elles avaient été prises à l'époque pour pouvoir comparer les choses, essayer de comprendre ce qui s'était passé. Ça c'est un jeu parfois sur internet, vous avez des images comme ça, on peut glisser de droite à gauche et ça permet de comparer et c'est ce que j'ai fait. Ça me permettait d'essayer tout de suite d'analyser, de comprendre, parce que la photographie, maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est facile de mentir avec des photos. Mais là, moins. Et donc la photographie, elle a une forme elle fige le temps pour toujours. C'est un outil extraordinaire. Et puis, dans l'idée quand même de se dire qu'on allait revenir à l'état de 1932, on ne pouvait pas tout à fait faire ça. En fait, c'est un bâtiment qui est aujourd'hui a une vie différente de celle de 1932, il a des activités qui ne sont même pas uniquement du cinéma à l'intérieur. La famille, c'est pas tout à fait la même qu'à l'origine, on est au petit-fils des Hellman, Alexandre Hellman, qui a aussi d'autres envies pour le bâtiment, qui après tout lui appartient aussi. Et donc, je me dis, ce que je vais essayer de faire, c'est de remettre au maximum ce que je peux dans son état initial, mais aussi accompagner l'évolution du bâtiment.
Et le fait, nous, à l'agence, on est très sensibles depuis assez longtemps, parce qu'on connaît leur travail finalement depuis le début, on a créé l'agence en 2007, le travail de Caruso Saint-John qui a une position comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que le travail de sédimentation est très clairement fait, c'est-à-dire qu'on sait à quoi on a affaire, on considère que l'apport contemporain doit être ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui joue avec une forme d'ambiguïté avec les strates historiques, mais qui est aussi un projet de son temps. Donc pour faire ça, il faut faire tout un travail d'analyse des plans, d'essayer de comprendre ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. On fait avec les archives que l'on a. En fait, ils ont quelques archives au Grand Rex, mais ils n'ont pas tout, donc on est obligé un peu de compléter. C'est intéressant, là, il y a quelques blueprints quand même de l'époque, là, c'est assez touchant d'ailleurs d'avoir ces plans là, qui ont plus de 90 ans. Et puis, un travail finalement d'analyse d'un bâtiment qui n'avait pas été analysé. C'est-à-dire que sa composition architecturale, ce qu'il est, tout ça, avait été peu analysé. Et donc, je suis arrivé assez vite avec des dessins à la main, soit l'agence comme ça qu'on travaille, mais surtout Alexandre Hallman n'était pas du tout habitué à ça. Il était plutôt habitué avec des perces, des traditions, tout ça. Et voir quelqu'un qui dessine à la main, ça me surprenait énormément. Ça m'a beaucoup aidé en fait à le convaincre. Et donc, un travail d'analyse de cette composition. Et en fait, c'est un bâtiment très composé, qui est un bâtiment d'angle. C'est pas tout à fait un angle à 90 degrés entre le boulevard et la rue. Il n'y a pas la même longueur en fait, de façade entre le boulevard et la rue. Il n'y a pas la même topographie entre le boulevard et la rue. La rue est à peu près plate. Donc le boulevard, sur toute la longueur du bâtiment, il y a plus d'1 mètre de dénivelé. On a réussi à retrouver des photographies que le Grand Rex n'avait pas dans ses archives. C'est des archives très importantes pour nous parce que dans les années 30, on prenait des photographies d'une très très grande précision, bien meilleure en fait qu'aujourd'hui, et c'était d'une grande richesse pour nous. Ça nous a permis de comprendre comment étaient fabriquées les choses, de comprendre ce qui avait disparu. Et là, on voit cette marquise, en fait, elle a disparu, mais pas totalement. La partie sur la rue a été conservée parce qu'en fait, elle gênait pas. On voit sur ces photographies, pareil, des années 30, très très grande précision. Et le seul défaut qu'elles avaient, c'est qu'elles étaient en noir et blanc. Donc il y avait toujours cette idée du rouge là dans ce cinéma, est-ce qu'il existe ou pas à l'origine. Tout le monde était persuadé qu'il était rouge à l'origine, j'avais le sentiment que ce n'était pas le cas. Et là arrivent dans des recherches des photographies des années 40, qui sont les seules photographies de couleur, en tout cas les premières du Grand Rex, qui ont été prises par un photographe qui travaillait pour l'armée allemande et qui explorait les pellicules couleur Agfa allemandes, qui étaient là pour concurrencer les pellicules couleur Kodak américaines. Et ça, c'est très utile pour nous, parce que d'un coup, on a des idées de couleur du bois, on comprend la teinte aussi de la façade. Et on s'en sert beaucoup. Et en profitant du fait que ce cinéma est très connu pour ce qui se passe dedans, en fait, il est très photographié pour ce qui se passe dedans. C'est presque un hasard que le bâtiment soit photographié pour l'architecture elle-même. Et nous, ça nous donne une épaisseur historique extraordinaire. Et puis ça permet de dater les photographies quand on les récupère, parce qu'il n'y a pas toujours des dates. Il suffisait de regarder quand est-ce que le film avait été au cinéma. Et le Grand Rex regarde depuis le 8 décembre 1932 un registre parfait de tous les films avec leurs horaires. Et donc on commence à faire un travail de discrimination en fait, de ce qu'on observe. Et de comprendre que même si tout est contemporain par essence, puisqu'on le voit aujourd'hui, en fait tout ne l'est pas. Tout n'est pas contemporain vis-à-vis de lui-même. Chose très importante, j'imagine que pour ceux qui font DSA, on vous le dit, mais finalement, une des meilleures archives qu'on puisse avoir, c'est l'archive construite. C'est le bâtiment, donc on se retrouve dans une posture où on devient archéologue d'un bâtiment. C'est pas un site de fouilles archéologique gallo-romain, mais on parle quand même d'un bâtiment qui a 90 ans, donc dans son épaisseur, on garde beaucoup de choses qui s'est passé. Et donc on commence, sans l'embêter, parce qu'il faut qu'il soit exploité, à démonter certaines choses pour essayer de voir ce qui se passe. Et on se rend compte qu'une partie de la marquise a été conservée côté rue. Une très très belle marquise en acier, dont vous voyez certains éléments. Là, il y a une biellette en acier assez extraordinaire. Et puis, la petite tesselle que vous voyez à droite, qui nous renseigne sur quelque chose qu'on n'avait pas du tout découvert à travers les photographies au début, c'est que l'ensemble des grandes tables centrales étaient fabriquées avec des mosaïques de verre. Tout un travail aussi, alors je parle en tant qu'enseignant, c'est important parce qu'il y a aussi des étudiants ici, de toujours profiter d'avoir un carnet sur soi et de dessiner. Parce qu'en fait, quand vous
dessinez vos idées, c'est pas pareil que de les garder dans votre tête. Même si vous avez le meilleur cerveau du monde, à un moment, vos idées, elles s'en vont si vous ne les notez pas. Et donc, de pouvoir avoir toujours ça dans la poche, ne prenez pas un carnet trop grand, prenez quelque chose que vous pouvez toujours avoir avec vous, et notez. Pareil, quand vous allez relevez directement avec votre carnet, de garder des traces de tout ça. Parce que finalement, dans un projet qui se fait souvent dans un temps long, et ben, c'est une forme de sédimentation aussi des idées architecturales. Une forme d'enquête. Et aussi un travail que l'on fait beaucoup plus systématiquement quand on a affaire à un monument historique, c'est la stratigraphie. Ça c'est pareil, si vous demandez à je ne sais pas qui que vous croisez dans votre vie, c'était quoi la couleur du cinéma à l'origine, vous avez de très fortes chances qu'ils ne vous disent pas la vérité. Non pas qu'il veut vous la cacher, c'est qu'en fait il ne la connaît pas. Il peut même se retrouver dans une posture où il a entendu que quelqu'un avait dit que c'était comme ça, il va le prendre pour argent comptant, voire même ses sens vont le jouer des tours. Et donc on est dans une position où là, encore une fois, le bâtiment ne lui ment pas. Donc la stratigraphie, c'est un moyen extraordinaire pour ça. Donc là, ça a permis, au début, je me souviens, le Laurent, il ne voulait surtout pas qu'on fasse ça, parce qu'il voyait bien, je voulais en venir, faire disparaître le rouge. Ça, il ne voulait pas. Ils y étaient attachés viscéralement, enfin, Alexandre Allemagne, il a perdu son père, son grand-père, enfin, c'est quelque chose qu'il a un attachement viscéral, en fait, à sa famille. Donc de se dire, on va faire disparaître le rouge, il était content. Donc il a fallu que je le convainc et on a fait ce travail-là. J'ai quand même réussi à le convaincre déjà de lancer l'analyse et ensuite d'en discuter. Donc on s'est rendu compte évidemment qu'il n'était pas rouge. Il y avait même une couleur qu'on n'aurait vraiment pas imaginé, il était vert. Un vert wagon. On voyait très bien là sur la tranche. Ça a aussi permis de repérer certaines choses qu'on pressentait en photographie. Il y avait un faux dessin, enfin un dessin de faux appareils, de faux grands appareils. Et sauf qu'on n'avait aucune trace de ça. Grâce à la photographie et en ciblant notre stratigraphie, on a réussi à retrouver cette trace. En fait, il y avait quelque chose qui singeait, qui s'était construit de manière cyclopéenne, avec des immenses blocs de pierre, c'est pas le cas, c'est un mortier avec des briques de terre cuite et une peinture. On a fait ce travail de restitution, de fait de ce calpinage qu'on voulait retrouver dans le projet, en changeant la technique. On a eu tendance, nous, à plutôt ferrer les joints dans l'enduit. Je suis obligé d'aller vite. J'ai plus de temps. La marquise, on travaille aussi de maquettes numériques. À l'agence, on travaille avec le type de maquettes. Selon les projets, selon le temps que l'on a, mais les maquettes numériques, on les utilise comme des maquettes. Ça nous permet évidemment de faire ce travail de restitution pour essayer de comprendre en volumétrie à quoi on a affaire. Et puis arrive le moment du projet, donc c'est quoi le projet? Un bâtiment comme celui-là. D'une certaine manière, c'est faire réapparaître ce qui lui manque. Donc, il y a plusieurs choses qui lui manquaient à mon sens. Le fait que l'enseigne sommitale tournait. Ça a l'air d'être un détail, mais dans l'idée de l'époque des années 30, on est plein la vue. Cet élément-là qui avait fini par se figer et puis qui ne bougeait plus, je trouvais que c'était une perte. Donc j'ai réussi à le convaincre de faire ça. On s'est rendu compte que certains décors avaient disparu, avaient été retirés parce qu'ils s'abîment avec le temps. Et puis, ces écrans numériques, j'ai essayé de retirer jusqu'au dernier moment, je n'ai pas réussi. Donc, ce que j'ai réussi à négocier, c'est de les déplacer et de les affiner. Donc ça a été beaucoup de discussions autour de ça. Mais ça m'a amené en fait à faire un projet de marquise qui n'est pas une restitution de la marquise d'origine. C'est quelque chose qui en restitue une partie et qui en interprète une autre. Donc, on arrivait avec des élévations. Donc ça, il était un peu pris pour point, Man, parce qu'il ne s'attendait pas à un bâtiment où il n'y ait plus de rouge. Donc il y avait aussi sa mère, il y avait sa sœur, parce que c'est les 3 personnes qui possèdent le bâtiment. Et il a fallu que je trouve des moyens de les convaincre parce que c'était difficile. On va le voir après. Je trouve une petite astuce. Et puis, la question de la mise en lumière de ce bâtiment qui vit autant de jour que de nuit. Et donc au début, il y avait un éclairage, une mise en lumière, dont il ne restait rien, parce qu'en fait tout avait été mis à la benne et puis remplacé par d'autres technologies. C'est là qu'on a fait appel à Charles Vicarini, qui est un concepteur lumière. J'ai dit à Elman, si vous voulez vraiment faire un travail sur cette mise en lumière, il faut quelqu'un dont c'est le métier. Et moi, c'est pas le mien. On a fait travailler Charles, avec qui on a déjà travaillé, et lui, il s'est mis à fabriquer un projet de mise en lumière du bâtiment. Et ça se cristallise dans des éléments qui sont des éléments de signalétique qui avaient disparu ou avaient été fortement altérés,
qu'on a restitué en s'appuyant sur des archives que l'on avait, et beaucoup d'archives photographiques, et en essayant de retrouver finalement des marqueurs de cette époque, c'est-à-dire le fait que la lumière n'était pas fabriquée de manière linéaire, mais ponctuellement, un faisceau de lumière ponctuel, et tout en le faisant avec des technologies contemporaines, donc la LED. Et puis, cette question de la marquise, c'est-à-dire de découper le bâtiment, on fait une boucle anatomique, et de montrer cette marquise, comment elle accompagnait à la fois ce qui se passait en dessous et suivait la topographie de la ville. Donc de comprendre qu'elle avait plusieurs valeurs en fait, selon l'endroit où elle était, parce qu'en fait elle marche pas toujours, elle n'est pas là toujours pour les mêmes raisons. À certains moments elle est là pour dire c'est là l'entrée, puis à d'autres moments elle est là pour protéger les gens de la pluie. Et donc d'arriver avec un dessin, j'avais aucune archive, alors la seule photographie que je vous ai montrée, j'avais pas d'archive dessinée de cette marquise, par contre il me restait son squelette. En fait je me suis appuyé sur son squelette pour redessiner une marquise d'une certaine manière, presque ce qu'on appelle du néo-art déco, même si ça pourrait presque choquer de dire qu'on peut faire ça aujourd'hui, mais je ne me voyais pas dans une position où j'allais fabriquer un objet qui dénotait trop en fait, de l'architecture du bâtiment. Donc j'essaie de comprendre quelle était son esthétique, et en le faisant avec les moyens d'aujourd'hui. Un travail aussi d'essayer d'exprimer le projet auprès de la DRAC, parce que comme c'est inscrit, il faut essayer d'expliquer ce qu'on va faire. Donc, avec cette maquette, encore une fois, d'exposer ce qu'on déposait, ce que l'on restaurait et ce que l'on ajoutait. 3 opérations, plutôt simples, en fait. Puis une fois que tout le monde était convaincu, qu'on a réussi à obtenir les autorisations, on a pu se payer le projet, parce que les bâtiments, maintenant qu'ils sont inscrits ou classés, ont le droit de faire de la publicité pendant le chantier, à condition que l'argent serve en fait à faire les travaux. Et comme au début, ils voulaient faire un ravalement et qu'ils pensaient faire son échafaudage pendant 6 mois, ce qui leur rapportait à 6 fois, je ne sais pas, 100 000 €, je lui ai dit, si vous êtes plus ambitieux, de toute façon, il faudra un échafaudage qui va rester plus longtemps. Et plus longtemps il reste, et plus vous avez de l'argent pour faire vos travaux. C'est comme ça qu'on a réussi à faire le projet de restauration. Donc, le chantier, pour nous, c'était un moment particulier, parce que comme c'est un bâtiment très haut, tout ça, moi je ne pouvais pas aller partout, même si on avait accès à tout, mais enfin, c'est un peu casse-gueule. Puis il y a des endroits où il faut vraiment ramper, c'est très compliqué. Donc là, on était face au bâtiment, donc on avait aussi un rapport très charnel avec lui, et ça nous a permis de le remettre à l'os, de comprendre tout ce qui s'était passé avec le temps. Et puis, on a continué en fait à faire du projet pendant le chantier, parce que je découvrais aussi certaines choses auxquelles je ne pouvais pas avoir accès. Donc ça me permettait aussi de discuter avec les différents corps d'État, avec des dessins comme ceux-là, qui finalement marchaient beaucoup mieux que d'arriver avec une épure dessinée sous AutoCAD. Moi, je gagnais du temps, parce que ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Donc là, au fur et à mesure, on commence à découvrir le bâtiment. On fait des essais la nuit. On était en toiture, on attendait qu'il soit 23h, 23h30, et puis avec Charles, on prenait des appareils d'éclairage, on testait en direct les différents appareils qu'il avait sous la main pour voir les différents effets lumineux que ça créait, puisque l'enjeu c'était de fabriquer une mise en lumière qui à la fin disparaisse d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle mette en avant le bâtiment, sa modénature, sa composition. Donc il faut éviter en effet de mettre juste une ampoule au plafond ou en bas comme ça suffit pas. Il y avait tout un travail à faire, il fallait s'assurer qu'on ne se trompe pas. Parce qu'une fois que c'est mis en place là-haut, c'est pas. Et puis au fur et à mesure, c'était assez émouvant, parce qu'on était pendant 18 mois face à la façade, très proche. On ne pouvait pas prendre de recul par rapport à ce qu'on faisait, en plus tout était caché. Et le seul moment où on finissait par prendre du recul, c'était au fur et à mesure où l'échafaudage descendait. Jusqu'à l'inauguration. Donc en réalité, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que, avec un œil attentif, on se rend compte que le rez-de-chaussée, il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas terminé. C'est un peu comme au cinéma, en fait. On met l'accent sur ce qu'on voit pas, on met moins d'accent. En réalité, tout le rez-de-chaussée, on n'a pas réussi en fait, à le livrer à temps. Donc on s'est vraiment concentré sur les façades et les toitures. Et donc on s'est dit qu'on allait faire ça plus tard. Et donc c'est ce qu'on fait maintenant. Donc là on voit des photographies qui ont été prises par Laurent Prenantal. Donc j'ai peu de temps, je me dis qu'on aura des questions après, puis je pourrais préciser. Avec Brad Pitt, c'est classe. Donc le rouge, qui apparaît un tout petit peu déjà, en réalité la tranche de
flèche était rouge. Donc, c'était un moyen de dire, bon, je vais partir tout rouge. J'en ai laissé en dessous aussi. Donc les lettres, elles sont faites en plâtre, elles ont 90 ans. Pourquoi on sait maintenir des choses dans le temps, à condition de les entretenir, et d'utiliser des matériaux de qualité. Et donc comme voilà, c'était inauguré, on pouvait continuer, il y avait un des enjeux très importants, c'était ces tables qui sont juste au-dessus des entrées, et j'arrivais pas à comprendre comment c'était fabriqué. J'avais pas assez de photographies, pas assez proches, j'avais aucune archive, et ça avait complètement disparu. Donc il y a eu un travail d'enquête ciblé, pour essayer de comprendre déjà quand est-ce qu'elles avaient disparu. On s'est rendu compte que dans les années 70, et donc dans ce type de bâtiment, il n'y a pas de dépôt lapidaire, ça part la poubelle, donc il n'y avait plus rien. Ça faisait 50 ans qu'il n'y avait plus rien. Et à force d'analyser, de catégoriser aussi, de faire ce travail d'analyse selon la trame du bâtiment à chaque modèle, essayer de comprendre s'il y avait une espèce de rythmique, comme une grammaire en fait, de ces façades. Et ça a permis de comprendre qu'en effet, à l'endroit où les gens voyaient le cinéma le plus, c'est-à-dire plutôt du côté boulevard, il y avait ces tables qu'on voit ici. Et à force de comparer les photographies, on s'est rendu compte que ça devait être en relief. Et la deuxième chose, que c'était fabriqué non pas avec un élément en métal, en entier ou quoi que ce soit, mais avec des petites tesselles miroirs. Donc on a fait appel à une entreprise, Socra, qui est spécialisée là-dedans et qui nous a, en fait, qui a fait le projet avec nous. C'est-à-dire qu'on avait des hypothèses, il en a confirmé certaines, d'autres par son savoir-faire. Je sais qu'ils ont travaillé avec vous aussi, et ils ont un savoir-faire tel qu'ils apportent aussi beaucoup de choses. Et donc ils ont fait un premier tirage que vous voyez là, en bas à droite. Et puis on l'a mis en place. On a fait un premier proto 1.1 qu'on a mis en place. Et puis en fait ça marchait très bien, à tel point que le Rex, le premier jour où on l'a mis en place, avait une photographie là, des années 30, et a fait ce montage. En fait on se rendait compte que on était dans une hypothèse, mais c'était une hypothèse qui avait l'air plutôt pas mal. Et puis juste pour terminer, le travail ne se termine pas là, parce qu'on travaille maintenant sur l'évolution de la grande salle, un autre morceau de choix. Donc l'idée, c'est pas de supprimer le cinéma dedans, parce qu'il y a plusieurs projets où ça devait être transformé en multiplex à l'intérieur de la grande salle, parce qu'aujourd'hui c'est un multiplex, il y a 7 salles, elles sont toutes en fait en sous-œuvre ailleurs. La grande salle a failli être redécoupée, ce qui était beaucoup la mode dans les années 80-90. Heureusement, aucun des projets n'a été fait. Donc cette grande salle, elle reste, mais par contre, pour la maintenir, il faut qu'elle puisse avoir une activité lucrative. Il faut rester très clair. Donc le Grand Rex souhaite que l'on travaille à la possibilité d'accueillir du concert debout, qui ferait une grande salle. Donc là, on a commencé tout un travail. Là, c'est Simon qui est à l'agence, qui était à l'agence et qui a fait ces dessins-là, et qui travaille avec Quentin, qui est le chef de projet, qui est dans la salle, et qui accompagne au quotidien une maîtrise d'ouvrage singulière, et qui essaye de mener ça, parce que c'est pas évident. Et en se basant sur aussi une rentrée dans un lieu qui est un peu singulier, et dont il faut prendre toute la mesure, toute la qualité et tout le côté un peu baroque, pour ne pas briser ça, et lui permettre de traverser le temps, un peu comme à la manière de ce que je vais vous montrer maintenant, qui sont les 3 dernières diapositives, qui montrent quand même, je trouve que c'est une leçon d'humilité quand on est architecte et qu'on travaille sur des bâtiments qui ont été construits par d'autres architectes. C'est qu'ils nous lèguent quelque chose. Alors peut-être qu'ils le lèguent leur corps défendant, peut-être que si c'était toujours vivant, c'est eux qui les réhabiliteraient, on n'en sait rien, ça existe, il y a des cas de figure, les gens réhabilitent leur propre bâtiment. Et là, nous, on est dans une position où ces personnes-là, elles ne sont plus là pour défendre les bâtiments, pas de leur propre voix. Elles peuvent se défendre qu'à partir des bâtiments eux-mêmes. Donc on se met dans une position où il faut s'assurer que nous, on inscrit notre travail dans une contemporanéité, parce que c'est ce qu'on fait en tant qu'architecte, et en même temps en respectant les architectes qui nous précèdent. Et ce qui me chagrinait sur le bâtiment, c'est que je ne retrouvais pas la signature des architectes. Elle était sur une photographie, j'avais une petite idée d'où c'était, mais je n'avais pas de choses tangibles là-dessus. Et j'ai cherché, je me suis dit, où est-ce que ça a pu disparaître, et ainsi de suite. Puis à un moment, en faisant un travail de calage avec la seule photographie que j'avais, je me suis dit, il y a un endroit où ça doit être. Et à un moment en chantier, on le verra. Et donc on a réussi à retirer toutes les épaisseurs qui avaient été rajoutées sans retirer cette épaisseur que vous voyez là. Alors, il faut avoir
l'œil, mais quand on sait ce qu'on cherche, on trouve. Et donc il y a encore la signature des architectes qui est sur le bâtiment, donc ils ont laissé leur trace. Aujourd'hui, elle est de nouveau cachée par les écrans numériques. C'est toujours ces écrans numériques. Mais comme on a pris les dimensions, on a fait comme une espèce de calque. Donc on va réussir, une fois qu'on aura terminé ce rez-de-chaussée, à réinscrire dans l'histoire du bâtiment pour laisser cette trace pour le reste des années à venir. On ne sait pas combien de temps ce bâtiment existera, mais j'espère qu'on aura contribué d'une certaine manière à faire que ça continue pour un siècle encore. J'ai l'impression que ça va être le cas parce que ce bâtiment a un rapport tellement affectif avec lui. Je pense que les gens seraient tellement tristes de le voir disparaître qu'ils accompagneront le fait de conserver. Voilà. Merci. Merci. Merci Grishka pour cette présentation passionnante. Pour présenter le deuxième projet de réhabilitation de cinéma de la soirée, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Chaya. Antoine, vous êtes architecte, diplômé de l'Université du Saint-Esprit de Calcinic, au Liban. Vous avez rejoint le Renzo Piano Building Workshop en 1987 et vous êtes devenu partenaire 10 ans plus tard. Au sein de l'agence de Renzo Piano, vous avez mené des projets à travers le monde, à Berlin, Los Angeles, en Nouvelle-Calédonie. Et vous nous parlez aujourd'hui d'un projet en 2024 par le Renzo Piano Building Workshop de réhabilitation du Pathé Palace. Donc, ce cinéma séculaire, anciennement théâtre du vaudeville, a connu plusieurs transformations et appellations à travers son histoire. Inauguré en 1869, le théâtre du vaudeville, construit par l'architecte Auguste Joseph Magne, devient rapidement un lieu de divertissement emblématique des grands boulevards parisiens. Entre 1924 et 1927, le théâtre est transformé par les architectes Auguste Buzen et Francis Thomas Ferretti pour devenir le cinéma Paramount, voulu comme étant le cinéma le plus luxueux de Paris, avant le Grand Rex. Un palais du 7e art, surnommé à ce moment-là le Ritz des cinémas. Le cinéma est modernisé successivement dans les années 1940-1950, dans les années 1966-1980 pour devenir un complexe cinématographique, le Paramount Opera. Et finalement, entre 2019 et 2024, le cinéma est réhabilité par l'agence Renzo Piano Building Workshop et devient le Pathé Palace. Votre agence n'est pas inconnue de Pathé puisque vous aviez déjà livré en 2014 la fondation Jérôme Sédou-Pathé, avenue des Gobelins. Votre projet compose avec les époques successives présentes dans le bâtiment, entre les façades et la coupole Beaux-Arts, les intérieurs Art déco, et tend à redéfinir l'expérience de divertissement luxueux du cinéma au XXIe siècle. D'abord, merci pour cette invitation à l'association, merci Stéphanie et merci Oscar. Moi, j'ai une autre histoire un petit peu différente, donc je ne sais pas si c'est vraiment de la rénovation ou pas. Le projet, il traite d'une... j'étais frappé par la citation de Barato qui dit « On donne une nouvelle... le passé émerge avec une nouvelle forme ». C'est ça ce qu'on donne au bâtiment. Donc nous, on a dû composer avec... un ordre historique de l'extérieur et un désordre, un chaos historique de l'intérieur, parce que le bâtiment était complètement massacré depuis plusieurs temps. Et donc, c'est un grand projet qui a été... On a eu beaucoup d'intervenants sur le projet, donc bien sûr, on a eu des ingénieurs AIA, ingénierie, et on a eu Richard Duplat qui nous accompagnait pour la partie monument historique. Alors, le bâtiment, il se trouve à côté de l'Opéra, donc sur cet angle-là, ça c'est chaussée d'Antin. Ça, c'est boulevard Capucine, et on va à l'Opéra. Donc, le bâtiment, il est situé à l'angle là. Donc, comme on a déjà dit, c'est qu'il s'agissait d'abord du théâtre de vaudeville en 1969. Donc, je montre un petit peu quelques images pour que vous voyez comment le bâtiment a été sauvagement massacré et comment nous, on a dû quand même composer avec la situation.
Et donc après, même le vaudeville a subi une certaine transformation, notamment à son angle. Et puis, on voit les différences entre le théâtre en 1867 et 1925. En 1925, a été racheté par Paramount Cinéma, qui ont aussi fait ce qu'ils pouvaient faire. Et en 1972 à 2006, il a subi une autre phase de transformation, mais quand je dis transformation lourde à l'intérieur. Et je parle seulement de l'angle, parce qu'avant, il n'avait l'accès qu'à l'angle. Ensuite, en 2007 à 2018, Pathé ont acheté le complexe, et ce n'est qu'en 2018 qu'ils ont acheté cette partie-là, c'est une partie de bureau qui donne sur Chaussée d'Antin. Donc avant, le bâtiment, il s'arrêtait vraiment à l'angle. Il n'y avait que l'angle. Et quand on a commencé le projet, ça, c'était l'état des lieux. Il y avait tout ça ici, les affichages. Il y avait c'est même pas un mouvement, c'est l'héritage de cet élément-là. Et il y avait à l'intérieur, à un certain moment, vers 1970, la salle atmosphérique, qui était une salle pour 750 personnes. Donc quand on est arrivé, on vous a expliqué que vous oubliez les grandes salles. Jérôme Sédou, il a dit, ça c'est le passé. Le futur, c'est pas plus que 450 places. Moi, je veux pas de salle plus que 450 places. Et des salles qui sont plus petites, qui sont même privatisables, qui vont avec un autre programme. Donc, voilà, ça c'était un petit peu côté Chaussée d'Antin, comment la façade a été traitée, parce qu'il y avait plusieurs entrées, plusieurs cinémas à l'intérieur. Et le programme, il s'agissait de construire 7 salles pour à peu près 1100 places. En plus de ça, le siège social de Pathé. Donc, il fallait 2 niveaux de 4000 mètres carrés, où on a la partie production, la partie exploitation, et ensuite on a les cinémas. Donc, l'idée, c'était de mettre ceux qui font le cinéma avec ceux qui font marcher les cinémas, avec ceux qui viennent au cinéma dans le même endroit. Donc, la partie rouge, c'est la partie qui a été rachetée à la fin, en 2018. Et la rotonde, elle existait, et à l'intérieur, on voyait à l'arrière-scène, la partie qui est en violet, c'était l'arrière-scène de ce qui restait du théâtre vaudeville, en fait. C'était un petit peu morcelé, c'était des pièces un petit peu laissées sans aucune intégrité intérieure. Le toit, il était habité par des restes c'était peut-être des coulisses, c'était des petites chambres pour les artistes pour le vaudeville. Donc c'était des salles qui étaient inexploitables, avec une hauteur sous plafond, on ne sait pas même pas comment ils vivaient dedans, comment ils occupaient ces espaces, et c'était dans un état vraiment complètement lamentable. Et Jérôme Sédou a dit, de toute façon, comme cette partie-là n'est pas protégée historiquement, moi je ne sais pas quoi faire avec ce bâtiment, je ne peux pas... Et donc, ça, ce qui était, c'était, il y avait au milieu une sorte de piscine comme ça. Alors nous, la première idée, on dit très bien, on va creuser à l'intérieur pour amener la lumière au niveau de la rue. Donc ça, c'est un petit peu l'état de ces chambres qui étaient au dernier niveau, avec un sous-plafond, enfin c'était un espace complètement inutilisable. Voilà, c'était tout autour, ça c'était l'état des lieux avec du plancher. Quand j'ai amené l'ABF sur le site, il a fait un tour, il m'a dit tout ça, ça n'a aucun intérêt historique, dans le sens où c'est un mélange de briques, de béton, de bois et de beaucoup de matériaux. En fait, le bâtiment a été vraiment touché dans son intégrité. Alors, la première idée, il est très bien. Okay. Ce qu'on va faire, comme il y avait cette sorte de piscine, on va faire une sorte de prisme qui amène la lumière au niveau de la ville. Et comme le thème amener la ville toujours au cœur de notre projet fait partie de notre travail à l'agence, on a dit comment créer une place intérieure pour inviter la ville à entrer dans ce mouvement. Donc voilà, il y avait l'entrée iconique, l'entrée historique qui est côté rotonde. On a créé aussi une autre contrée, côté Chaussée d'Antin, et il y avait après un espace commercial qui est aujourd'hui exploité aussi par Pathé,
Et c'est là où nous avons décidé d'amener la lumière et de créer un puits de lumière et qui soit planté. Donc voilà, ça c'est une des images qui montrait l'intention, c'est de créer une bonne raison, amener la lumière au milieu du projet pour inviter les gens, et les gens peuvent arriver là sans avoir les billets. Donc on invite la ville à entrer dans le projet, et l'entrée du cinéma ne commence pas sur la rue, mais vraiment à l'entrée du bâtiment. Alors, le bâtiment il est composé d'un sous-sol qui est plutôt technique. En plus, on a un niveau bas d'une place basse avec un accès ou bien une sortie de la grande salle. Ça, c'était la grande salle de 450. Après, on a des salles même de 150 et on a des salles de 30 personnes. Après, au niveau bas, on a des salles de 110 personnes. Et donc, on a 7 salles en tout. Et le niveau 4 et 5, c'est un niveau pour l'exploitation, un niveau pour la production, c'est le siège social de Baté. Et les autres surfaces sont utilisées pour les salles et d'autres surfaces commerciales. Alors déjà, pour faire le puits de lumière au milieu, il fallait négocier avec les pompiers. Ils n'avaient jamais vu un truc tordu comme ça, où ils ne pouvaient pas trouver leur diamètre qui est égal de 7 H, le rapport de racine de 7 H. On a dû pas mal travailler pour faire des simulations pour leur montrer qu'il est au nord et il marche. En fait, ils nous ont autorisé à le faire. Mais pour faire tenir ce machin au milieu d'un bâtiment qui est... je dois quand même dire que dans le bâtiment, nous avons 1100 tonnes d'acier. On a le quart de cette quantité, 250 tonnes de l'acier provisoire, qui ne sert que pour maintenir en place des dalles complètement pourries, sans aucun intérêt historique. Donc l'ABF me dit, tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi vous les gardez? Et c'est le service d'urbanisme de la ville de Paris nous ont dit, vous avez entre deux possibilités. Soit vous considérez que votre bâtiment, il est existant, et vous gardez les surfaces qui existent, et si vous décidez de partir avec un nouveau projet, vous allez respecter les gabarits des limites séparatives, et vous connaissez la règle de 9 mètres 45 degrés, tout ce qui est frappé par le diagonale de 45 degrés, s'il n'y a pas de plancher, vous n'avez pas le droit de construire. Alors on avait un mur mitoyen, opaque, un mur comme celui-là. Alors si la diagonale est frappée, comme on n'a pas de volume, on ne peut pas construire. Et c'était une aberrance totale. Mais on devait vivre avec ça, et on a décidé de rester dans la configuration d'un bâtiment existant. Donc du coup, un bâtiment existant, il fallait vraiment créer notre propre structure pour suspendre, par exemple, cet atrium. Alors on a dû créer en haut un ring, on appelle ça un ring, duquel on fait suspendre toute la scénographie, toutes les passerelles qui tournent autour de ce... c'est comme un décor de théâtre. Enfin, on a décidé, on est au cinéma, on fait du cinéma. Et on célèbre la circulation, le mouvement dans cet espace central qui baigne vraiment dans la lumière et qui tourne autour des salles. Donc ça, c'est le rendering au début, et ça, c'est une vraie photo. Alors, on a eu un petit malheur, c'est qu'on a planté 3 arbres, 3 bouleaux, et pendant les chantiers, il y a eu un problème dans le sensor qui détecte le taux d'humidité dans la terre, et pendant 2 mois, les arbres n'ont pas été arrosés, donc on est en train de les remplacer actuellement, parce qu'ils sont morts avant la fin du chantier, parce que l'entreprise ne les a pas arrosés. Alors d'autres photos, là je dois aller un peu plus vite, mais c'est pour le plaisir de montrer, partager des choses. Donc quand on a tapé dans la salle 700 au milieu, on se retrouve avec une grande cathédrale qui est vide. Alors d'un côté, on voit, ça c'est le mur mitoyen avec le bassin, et là ça c'est le bâtiment à sauvegarder qu'on a du côté chaussée d'Antin, qui malgré le manque d'intérêt historique, on a quand même, pour rester dans
parce que pour rester dans la configuration d'un bâtiment existant, il fallait garder la majorité des planchers. Alors, majorité, ça veut dire 50%, 51%. Alors, on a dû garder 51%, et du coup, malheureusement, dépenser 250 tonnes d'acier, ce qui ça veut dire aussi en empreinte carbone, tout simplement pour maintenir en place des planchers qui n'ont aucune valeur. Et la BF m'a dit, mais il n'y a pas moyen de les en garder seulement les façades. La ville de Paris a dit, non, absolument pas, enfin le service d'urbanisme, il faut absolument garder les planchers. On a dû composer avec ça. Donc, du coup, dans le bâtiment existant côté chaussée d'Antin, on avait le dos de ce bâtiment, il y avait un mur, il y avait une gaine technique. Donc, il y avait le bâtiment, il y avait une gaine technique et on avait l'intérieur. Mais nous, on voulait unifier l'ensemble. Donc, on devait quand même supprimer la gaine technique, remplacer la gaine technique par une énorme poutre métallique pour pouvoir ouvrir côté intérieur et créer l'unité dans ce bâtiment. Donc, tout ce qu'on a touché n'avait ni intérêt historique, elle avait dit, mais ça c'est une gaine technique, si vous voulez que je le dise. En plus, ça a été fait dans les années, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a 50 ans, alors pourquoi vous demandez votre avis? Ah non, mais quand même, il faut nous dire ce que vous en pensez. Et du coup, donc ça c'est le chantier. C'était un des. J'ai fait beaucoup de chantiers à New York, partout dans le monde, à Los Angeles. Je pense que ça c'est le chantier où j'ai appris le plus. C'est le chantier le plus complexe que j'ai jamais vu. À un certain moment, on ne sait pas où est-ce qu'on peut marcher, où est-ce que c'était sûr, pas sûr. C'était un chantier très très compliqué. Et donc ça montre un petit peu l'état de comment on travaillait en train de démolir des planchers qui étaient à démolir et composer avec ce qui était. Donc du coup, après, on a commencé à installer l'installation de l'Atrium. Et là, c'était pendant le moment de la plantation. On a planté les arbres. Au début, il y avait les 3 bouleaux qui étaient très contents, très heureux. Malheureusement, ils n'ont pas été arrosés. Donc là, c'est des photos aussi qui montrent la transparence à l'intérieur entre le monde du cinéma et le monde des bureaux. Donc là, on a des salles d'attente qui sont ouvertes c'est des espaces d'attente qui sont ouverts à cet atrium. Et là, on voit aussi les circulations tout autour. Enfin, on célèbre la circulation dans ce monde dédié au cinéma. D'autres photos. Et donc là, à gauche, à droite, on voit déjà un des niveaux du bureau. On a une sorte de double pot pour protéger les bureaux de l'effet de serre. Et donc, on voit aussi le détail ici. Donc, vous savez très bien, on tient beaucoup au détail. On va voir après un plan comment l'angle de ce... en fait, ce puits de lumière ne servait pas seulement pour la lumière, mais aussi il servait pour la ventilation naturelle pendant la saison chaude et aussi pour la désenfumage en cas d'incendie. Donc on avait des clapets, on avait une sorte de double pot là, et que l'air en cas de chaleur peut monter, mais aussi en cas de désenfumage, le clapet s'ouvre et on peut ventiler jusqu'à la façade, jusqu'à la terrasse qui se trouve sur le toit, et on verra tout à l'heure d'autres photos de celle. Donc, je parlais de l'angle. On travaille beaucoup dans le détail, et qui nous est très cher. Et donc, ça, c'est l'angle du... On aurait pu très bien fermer à l'angle comme ça, mais non, il y a toujours le petit détail qui fait que le projet, il est fait pièce par pièce. Donc, la même chose, mais on la voit de l'intérieur avec en perspective, ce sont des photos. Plusieurs photos de ce lumière. Et donc les deux niveaux, on voit les niveaux 4 et 5, ce sont les bureaux. Et donc ça, c'est une maquette d'étude qui montre un petit peu l'intention de l'origine. Alors, la rotonde a été en quelque sorte un petit peu massacrée, parce que toute cette partie-là était rendue opaque. Ils n'ont gardé qu'une petite partie transparente. Et quand on a vu ça, on a dit c'est pas possible. L'architecte, quand il a conçu le bâtiment, il voyait ça comme une lanterne qui allume la ville. Et donc, il faut vraiment rendre cette intention architecturale au projet. Et du coup, on est bien sûr en coordination avec l'architecte monument historique et avec la
bâtiments de France, ils nous ont autorisé à faire toute cette partie transparente. Quand le projet est allumé, vraiment, il dégage la lumière vers l'extérieur. Le cinéma, c'est aussi la lumière. C'est pas par hasard qu'il y a des frères lumière. Alors, dans une des discussions, un journaliste, il m'a dit que le cinéma, c'est le noir. J'ai dit, mais sans lumière, il n'y a pas de cinéma. Et donc, oui, il faut le noir, mais il faut la lumière. On ne peut pas faire avec du noir. On voit grâce à la lumière. S'il n'y a pas de lumière, on ne voit pas. Donc, le cinéma, c'est aussi la lumière. Donc, pendant le chantier, là, comme l'a montré Krishka, on a travaillé à la petite cuillère. Donc, à l'extérieur, on ne rigole pas. C'était vraiment, on a mis l'échafaudage, on a nettoyé, c'était vraiment de la préservation historique, sans aucune aventure. On a seulement, vous allez voir plus tard, travaillé seulement au rez-de-chaussée. Et donc, on a retrouvé l'ordre historique. On a seulement au rez-de-chaussée, parce que cette partie-là, comme vous voyez, avant, c'était plein de panneaux, de pancartes, d'écrans, c'était vraiment dans un état. On a retrouvé seulement un ordre historique qui s'intègre dans l'ensemble. Et ça, c'est une photo de ce qu'on a fait aujourd'hui. Après, on va voir dans le détail, dans les plans. Donc ça, c'est le côté chaussée d'Antin. Ça, c'est le plan rez-de-chaussée. Donc, on rentre là, dans la partie, dans la rotonde. Donc, toute cette partie-là était monument historique. On pouvait absolument bien toucher. On a regardé ça l'original. On a le puits de lumière avec les accès vers le cinéma. On monte et on descend. Et on a aussi une entrée et une sortie côté chaussée d'Antin. Ça, c'est la grande salle de 450 avec une entrée, une sortie au niveau bas, mais une entrée au niveau plus haut. Donc, ça, c'est l'entrée principale. Tout est monument historique là. J'étais ravi parce que les pompiers sur les plans, ils nous ont demandé tous ces écrans de désenfumage. Quand ils sont venus sur place, on leur a dit mais vous voyez que ça ne sert pas à grand chose ça. Ils ont dit vous avez raison, vous pouvez les enlever. Donc ils nous ont autorisé quand même à enlever tous ces écrans qui servent qui pouvaient dans d'autres projets servir pour le désenfumage et chez nous là ne servent pas grand monde. Donc, vous voyez, quand on rentre là, on voit tout de suite le puits de lumière là-bas, et tout ça, toute cette partie-là, avec le balcon, ça s'est fait à l'identique comme monument historique. En fait, c'est parmi les seules parties qui sont vraiment, qui ont été vraiment conservées. Donc là, on monte à l'étage, on appelle ça l'entresol, donc on a le balcon qu'on a vu ici, et on a un grand espace où il y a l'entrée principale de la salle à 450. Donc cette salle a une configuration un petit peu... On l'a dessinée avec Dolby pour le son et aussi pour l'image. On a travaillé avec l'équipe de Los Angeles, donc on passait beaucoup de temps au téléphone avec eux, et quand ils sont venus là, ils nous ont dit on n'a jamais vu une salle de cinéma qui a cette configuration avec cette pente. Parce que la pente, elle est quand même impressionnante. Donc voilà, ça c'est une photo de l'intérieur. Ça c'est une photo du bas. Et après, dans la rotonde, on a un bar qui a été le décor. Alors, il y avait des fragments archéologiques, il y avait des fragments d'art déco dans le bâtiment. Là où on les a trouvés n'avait aucun sens. Alors Richard Bucla, il a suggéré à ce qu'on les rassemble et qu'on le mette dans cet espace-là. Et Jérôme Sédou a demandé à Jacques Grange de compléter le décor dans le même esprit de Art déco. Donc c'est Jacques Grange qui a dessiné cet espace de restaurant, salon de thé qui existe à ce stade-là. Donc voilà. On a quand même suggéré à ce que la partie transparente ne soit pas obstruée par le décor. Donc il a rajouté le bar et il a travaillé sur la... Alors toute cette partie, ce que vous voyez en haut, la partie jaune et toute cette partie sur le côté, c'est un petit peu ce que Vishka avait montré sur les miroirs. C'est une partie qu'on a récupérée dans le bâtiment, il fallait la préserver. Alors tout ça, c'est une partie vraiment d'art déco historique. Jacques Grange, il a travaillé sur la partie basse et sur le meuble. Après, on monte au premier niveau, où côté chaussée d'Antin, Pathé avait un étage, c'est des bureaux pour eux, en fait, on les appelle ça B2B, donc c'est un espace commercial, et nous, l'espace,
avec des cinémas. Donc une société, elle peut venir, elle peut prendre ça pour faire une réunion par la société, ils ont accès à des salles de cinéma. Et c'est très convoité, très utilisé. Ça, c'est un niveau qui appartient à Pathé côté chaussée-Quentin. Donc il y a des salles de réunion, une grande salle de sport. Et là, on a une des salles moyennes, une salle petite. On va voir des photos tout à l'heure. Et tout autour de ce puits de lumière, il y a des passerelles qui sont suspendues du haut. Et donc on passe, on regarde vers le bas. C'est un petit peu du cinéma dans le cinéma. Donc ça, c'est la configuration. C'est un petit peu le luxe de... C'est une autre expérience. Alors bien sûr, beaucoup de gens ont critiqué le prix des billets, mais c'est comme partir en business class dans l'avion. Sinon, on dit aux gens, non, tout le monde part en économie. Pourquoi il y a des étoiles, pourquoi il y a des hôtels de 5 étoiles? En fait, tous les hôtels 3 étoiles et tout le monde vit. Je pense que c'est une expérience. Et ça vaut je ne sais pas le prix du billet, mais je pense que c'est une expérience qui vaut le coup. Alors, dans ces salles, on peut servir, ils peuvent servir aussi à manger, ils peuvent servir à boire, on peut commander son verre de vin dans un bar à vin qui existe à l'extérieur. Donc, c'est complètement une autre expérience. Donc là, on est dans le niveau 4 et 5, ce sont 2 niveaux de bureaux. En fait, essentiellement, c'est du open space, donc toute cette partie-là. On a seulement fermé côté chaussée d'Antin et côté mur mitoyen. Dans cet angle-là, dans ce carré-là, imaginez, parce qu'il y a un vide de l'autre côté, on est frappé à 45 degrés, on n'avait pas le droit de construire. Donc on ne pouvait pas rajouter, on a dit très bien, on va faire un jardin. Du coup, on a planté un arbre japonais, très très beau, très heureux. Et du coup, il y a des salles de réunion qui vont toujours sur cette aile. Et dans la rotonde, on a toujours créé des salles de réunion. Donc ça, c'est le niveau qui est plus au-dessus. Donc ça, c'est l'état de ces bureaux quand on est arrivé. On voyait toutes les dalles, absolument, c'est un bric-à-brac, en fait, d'acier, de bois, de briques, de plâtre. C'est un mélange. En fait, le problème, c'est que ces dalles-là n'étaient pas en position de supporter des charges contemporaines. Donc, on a expliqué à la ville de Paris qu'il faut les renforcer. On a 2,63 m sous plancher qu'on devait vivre avec. Si on doit les renforcer et rajouter une couche de 40 cm, avec 2,20 m, on ne fait pas même pas un code de travail. Donc, il fallait trouver une astuce pour quand même savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et toute la partie qui est en vert, c'est la partie des bureaux, était concernée par ce type de plancher, par ce type de construction. Alors, on a eu une idée, c'est que on est allé expliquer à la ville de Paris que si on doit garder les planchers en béton comme ils sont, on doit renforcer, on doit rajouter de l'acier. Ça, c'est une piste. Une autre piste, si vous nous autorisez, on démolit ces planchers-là, on les remplace avec des planchers en bois exactement à la même hauteur et on réduit l'empreinte carbone du bâtiment par 400 tonnes. Ça n'a pas pris 2 minutes pour que la maire de Paris a dit « c'est même pas question, c'est ça ce qu'il faut faire ». Comme les planchers n'ont pas de valeur historique, n'ont pas, pour les sauvegarder, il faut mettre beaucoup d'acier et augmenter l'empreinte carbone du bâtiment. Et on peut faire autrement. Donc, du coup, ce qu'on a fait, on a opté pour... donc ça, c'était les 2 possibilités, les 2 techniques pour faire. Et on a opté pour celle-là. Et là, il y a un diagramme qui montre à droite qu'est-ce qui se passe avec l'empreinte carbone si on conserve l'existant, si on conserve avec une amélioration, on fait un plancher en béton à la place, ou bien on fait un plancher en béton en bois. On voit la différence, la différence était de l'ordre de 300. Je suis perdu là, je sais comment faire en arrière. Et là, on est allé trop vite. Je suis en voilà. Je me retrouve, désolé.
Et donc, le bâtiment, il est quand même, il est classé Brème. Pourquoi Brème? Parce qu'il voulait pour pouvoir louer à des entreprises aussi étrangères qui sont sensibles à notre niveau de certification. Donc, on a fait Brème et on était très bien. Si je very good, c'était very good, c'était très bien. On va là, la certification. Et donc, ça, c'est dans le bureau. Donc, voilà, on a pu vivre avec le 2,63 m qu'on avait, mais on a créé un espace qui est très ouvert, assez joyeux, avec une moquette orange au sol. Et voilà, on a dessiné tout le mobilier intérieur. On a passé beaucoup de temps à dessiner des toilettes avec Jean Cédou. On a dû faire 4 ou 5 prototypes. Il voulait que le toilette soit très clair pour qu'on voit la saleté. S'il y a une saleté, on la voit, on la nettoie. Et il voulait vraiment que les toilettes soient très très propres. Et ça, c'est sur le toit. En fait, on a créé une grande terrasse panoramique. L'histoire sur le toit n'est pas terminée. En fait, la ville de Paris nous ont interdit de planter sur le toit. Ils ont dit les toits de Paris, c'est du zinc. Alors, si vous voulez mettre du bois, ça va, mais il ne faut pas planter. Mais quand même, pour la certification, on a négocié 2 petits endroits là et là. On a un peu de plantation. Et il y avait un espace qui est là, sous la coupole. C'était un espace abandonné, un espace technique qui ne servait à rien. Donc on a suggéré de le réhabiliter, de casser cette dalle. En fait, c'était un peu bête parce que l'espace était vide, en haut il n'y avait rien. On a dit, mais pourquoi? Et ça c'est récent, je ne sais pas quand est-ce que ça a été fait, peut-être dans les années 70, c'est embêtant. Si on le casse, on peut reconstituer, on peut vous créer. Donc ça c'était l'état de la coupole de l'extérieur, il fallait quand même rénover. On peut enlever la dalle, on crée une salle magnifique pour la réunion, pour l'événementiel. Et en fait, c'est ça ce qu'on a fait. Et comme par hasard, on a chaque fenêtre de ces fenêtres donne sur une destination. Donc là, on va Montmartre, de l'autre côté, on voit la Tour Eiffel, il y en a une, on voit l'opéra. Et ça, c'est nos séances de travail sur le chantier, parce que sur le chantier, avec Jérôme Chédou, on a essayé aussi d'utiliser la virtual reality pour un petit peu montrer le bébé avant qu'il naisse. Donc ça, c'est les photos sur le toit. Alors maintenant, on n'a pas fini parce qu'on a un projet sur le toit. On vient de déposer un permis de construire à la ville de Paris pour un objet temporaire. En fait, c'est comme une sorte de soucoupe volante qui va atterrir sur le toit. Et c'est une sorte de salle de cinéma pour 18 personnes, avec une façade qui est complètement vitrée. Donc quand on entre dans la salle de cinéma, il y a la façade vitrée, on voit l'opéra. Et cette salle, elle peut avoir plusieurs positions, elle peut voir le Tour Eiffel, l'opéra ou bien Montmartre. Et tout d'un coup, le store, il descend, on se retrouve dans le noir, on a la projection, on termine, on lève le rideau et on voit de nouveau à l'extérieur. Et c'est une créature qui est censée parler avec la coupole. Elle est faite avec le même matériau, donc l'extérieur c'est du cuivre, l'intérieur c'est une moquette, c'est là. Là, on a fait voir. En fait, on a essayé de mettre une créature, elle est temporaire, mais c'est une créature qui parle avec l'homme. Donc voilà, ça c'est la créature, elle est sur le toit, elle sera comme ça. Et voilà, elle est représentée dans l'état du bâtiment. Voilà, ça c'est. Donc là, ça c'est quelques photos de chantier. Renzo, il dessine tout le temps, on peut jamais lui arracher le crayon, parce qu'il a toujours un crayon. Et ça, c'est la différence entre ce qu'on avait et voilà ce qu'on a livré. On a essayé de nettoyer un petit peu le bâtiment. Merci pour votre attention. Merci à vous deux. Ces deux présentations avec des approches très différentes. Comme on disait, on aime faire se rencontrer des approches diverses sur une même typologie. Là, on a, dans un premier temps, plus on est dans la restauration, avec quand même comme vous l'avez dit, des interprétations, enfin, de se réintroduire dans
l'histoire du bâtiment pour faire la continuité. Et dans une autre, on a besoin de recomposer parce que vous aviez récupéré plusieurs morceaux d'une histoire. Pour continuer sur cette mise en parallèle, je m'adresser à vous pour savoir si vous avez des questions. Ce sera une première qui émerge. Et puis sinon, on continuera. J'avais une question pour réfléchir à Martine. Je voulais vous remercier parce que c'était vraiment super intéressant. C'était vraiment et je me suis posé la question en fait, tout au long du projet, vous parliez du fait que c'est très. Beaucoup du projet, c'est réussir à convaincre le maître d'œuvre sur pourquoi est-ce qu'on fait ceci, pourquoi est-ce qu'on fait ça, et quels seraient les intérêts. Et souvent, on dit qu'il y a des choses qu'on a réussi à faire, des choses qu'on a réussi à faire. On n'a pas réussi à faire. Et est-ce qu'il y a, est-ce que vous sentez une limite entre essayer de convaincre et la peur d'imposer quelque chose, notre vision à mettre en œuvre? C'est une question qui, si vous faites vraiment de la maîtrise d'œuvre plus tard, c'est une question qui va vous hanter. Parce qu'à l'école, on essaye de se convaincre soi-même, ça c'est important. On essaye aussi un peu de convaincre ses enseignants parce qu'on a envie d'avoir une bonne note. Et c'est très, je vous dis, la manière dont on approche les choses, elle est tellement différente après. Parce qu'on est face à des gens qui font que l'architecture peut advenir. Que ce soit une puissance privée ou publique, c'est elle quand même qui fait que l'architecture peut exister. Parce que c'est elle qui amène le budget. C'est l'air de rien, mais quel que soit le budget, même si c'est un petit projet à 20 000 € ou un projet à 20 millions d'euros, c'est quand même lui qui apporte et qui prend des risques d'ailleurs, de ce point de vue. Et nous, on est dans une position où, évidemment, on apprend, on fait peu à l'école, mais dans la vie qui suit, on le fait, c'est-à-dire qu'on sait, on essaie d'estimer, et on s'entoure en plus de gens qui ont cette compétence d'essayer d'estimer ce que ça coûte, en fait, de faire advenir les idées que l'on porte. Et donc, c'est aussi un moyen de persuasion, c'est-à-dire qu'un projet qui est trop cher, vous allez avoir des difficultés à le faire, donc il va falloir trouver des moyens et de le faire moins cher, et certains moyens vont peut-être vous apparaître comme des compromissions insupportables. Donc il y a un enjeu déjà qui est de savoir à quoi vous tenez dans un projet. Est-ce que c'est réellement l'intégralité du projet ou des choses primordiales que vous voulez voir arriver à la fin, et tant pis si elles arrivent, comme les qui sont un peu cabossées, ça reste une pomme quand même. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire. Au début, c'est horrible. Moi, je sais que les premières fois, c'était terrible quand on n'arrivait pas à faire tout ce qu'on voulait. Et avec le temps, je m'assagis de ce point de vue-là. Et par contre, j'estime beaucoup plus précisément à l'avance ce sur quoi je ne veux pas transiger. Et ça, ça amène à la deuxième partie de votre question, qui est la question de l'imposition. C'est un peu difficile, cette position-là, parce que je sais que c'est une question qui vous anime en tant qu'étudiant et futur architecte. C'est dans quelle mesure ce que l'on fait est arbitraire ou pas en tant qu'architecte. Et ça, c'est une question qui a toujours existé, et qui existera toujours, et qui, d'une certaine manière, il faut la dépasser assez vite. Vous vous préparez, et ensuite vous faites un métier où il y a une part d'arbitraire. On ne peut pas résoudre en fait l'architecture par une équation qui serait c'est un objectif. Il y a une part de vous en fait dans ce que vous faites. Et une part de tous ceux avec qui vous faites. Et il y a une part des gens qui vont poser la brique l'un sur l'autre. Et donc, je pense qu'il ne faut pas s'excuser d'être architecte de ce point de vue. Par contre, ça pose évidemment la question de savoir est-ce que c'est la juste mesure ce qu'on fait. Et ça, on a tous un rapport très différent à ça, c'est pour ça que les architectes sont très diversifiés sur le terrain, ils ont tous des approches assez différentes. Et ça, vous allez vous fabriquer d'une certaine manière votre propre morale et votre propre éthique. Mais bon, pour faire bien les choses, il faut les aimer, et de
fait d'une certaine manière où il faut aimer convaincre les gens que c'est ces bonnes idées, au moment où on vous les demande, c'est celle-ci qu'il faut faire. Merci pour votre présentation. On a assez bien vu dans les deux cas que les cinémas, depuis qu'ils ont été construits, ils ont subi plusieurs transformations tout au long de leur existence. Et ma question était de comment vous envisagez et à quel point vous êtes à l'aise avec le fait que peut-être dans 20-30 ans, d'autres architectes retrouveront ce cinéma dans un état, dans n'importe quel état, de savoir comment vous envisagez cette possibilité-là. Question difficile, hein. On ne sait pas trop. Je pense qu'aujourd'hui, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est effectivement, enfin, pour savoir comment faire dans le futur, il faut avoir un projet qui est flexible. Et dans nos cas, dans la configuration qu'on a, on n'a pas un projet qui est extrêmement flexible. C'est un projet, les salles sont définies, c'est des structures qui est lourde, et on ne sait pas comment. Mais je pense qu'un projet, s'il est déjà assez pensé, assez réfléchi, il a plus de chances de durer dans le temps. Et s'il ne suit pas une mode, il n'est pas nécessairement à la mode, mais il est fait correctement, il a plus de chances de survivre. Moi, je souhaitais dire deux mots sur la première question, si c'est possible. C'est qu'en architecture, il faut oublier le mot imposer, ça n'existe pas. Ça existe seulement peut-être à l'école, quand on apprend, on dit on va apprendre à imposer. Je pense que Mishka, il a dit un mot correct, c'est qu'il faut savoir sur quoi tenir. Qu'est-ce qui nous tient à cœur? Et mon expérience, c'est que pour faire un bon projet, si on a un bon architecte, ça ne suffit pas. Ça aide, c'est utile, ça ne suffit pas. Il faut un bon client, un client qui comprend la vision, qui la partage, parce que vous allez voir qu'après, il faut travailler avec les gens, on ne peut pas imposer. Si on a un client qui est intelligent, un client qui sait donner des ailes au projet, il ne va pas nous couper les ailes. Et il faut aussi, vous allez retrouver dans les situations, vous allez choisir vos clients. Vous allez dire à des clients, je ne suis pas le bon architecte pour vous, c'est une façon polie pour lui dire que je ne ferai pas pour vous. Et pour d'autres, quand vous travaillez qu'il y a une certaine alchimie, une certaine affinité, vous dites, c'est le bon client, et là, vous faites un chef-d'œuvre. Et nous sommes, je parle de notre expérience, comme les clients sélectionnent les architectes, on sélectionne aussi les clients. On n'est pas bon pour travailler avec tout le monde, on ne sait pas travailler avec tout le monde. Et donc, ça, j'aurais souhaité dire. Je voudrais rajouter que c'est quelque chose qui me pose de plus en plus de questions et qui, de fait, infuse l'enseignement que je donne en master. C'est que je pense que de toute façon, il y aura une réhabilitation vers ce que vous ferez. C'est inhérent, en fait, on a toujours réhabilité les bâtiments. Il y a eu un peu les livres du XXe siècle où on faisait une tabula rasa, une pseudo-tabula rasa. Mais aujourd'hui, il faut se dire que ce qu'on construit va être réhabilité un jour. La question, c'est de savoir est-ce qu'on laisse en fait, des moyens aux gens qui nous suivent, sans insulter leur intelligence qui se passe de leur temps, les moyens de réhabiliter ce que l'on fait. C'est vrai que moi, ça me questionne parce qu'on se pose la question, là, par exemple sur des logements qu'on fait en ce moment à Strasbourg, de se dire, mais à un moment où on aurait peut-être fait un voile béton parce que c'était plus simple de le faire, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on se pose la question différemment, on se dit, à cet endroit-là, est-ce que tout a besoin d'être un voile béton? C'est-à-dire que est-ce qu'on ne peut pas plutôt construire des éléments structurels ponctuels qui permettent en fait plus tard de venir, si quelqu'un doit réhabiliter et modifier beaucoup plus facilement parce qu'en fait il n'aura pas à défoncer ce mur en béton. Il aura juste à retirer presque ce qu'on pourrait appeler un mur fusible. Et ça me questionne de plus en plus aujourd'hui dans ce que l'on fait, c'est d'essayer de laisser le moins d'éléments difficiles à réhabiliter pour plus tard. Et on le voit là en ce moment, c'est la voiture balai du temps qui est en train de ramasser, en fait, non plus le patrimoine des années 70, mais le patrimoine des années 80. Ça, on va se retrouver de plus en plus à devoir réhabiliter le patrimoine des années 80. C'est plus difficile à réhabiliter.
Parce que tous les murs sont porteurs de temps. Il y en a partout, dans tous les sens. C'est l'enfer. Et ça, je pense que c'est une leçon qu'il ne faut pas construire de cette manière-là, je pense, pour ne pas insulter l'avenir. Il faut être beaucoup plus précautionneux pour se dire qu'on modifie les choses comme tu le dis. Les bâtiments, ils sont d'aujourd'hui, ils doivent répondre à un usage d'aujourd'hui. Hein, c'est dans la trinité vitruvienne, hein, c'est l'utilitas. Donc il faut qu'ils durent dans le temps, évidemment, et la flexibilité aide. Bon, ça, c'est sûr qu'en plus, votre agence, quand on voit le centre Pompidou, qui va bientôt prochainement être de nouveau complètement réhabilité, de manière forte hein, d'ailleurs, on voit bien que ce qui aide, moi j'ai construit aussi le centre Pompidou, j'ai fabriqué un escalier entre le niveau 4 et le niveau 5, ben, c'était très simple en fait de construire dans ce bâtiment, de ce point de vue-là, parce qu'il était fait pour. Donc ça c'est l'accessibilité. Aujourd'hui, je travaille sur un hôpital, le grand hôpital du Nord à Saint-Ouen, et la flexibilité est un sujet extrêmement important, surtout dans le milieu hospitalier. Donc, le futur, c'est de faire des bâtiments, et ça rejoint aussi le discours sur l'empreinte carbone et sur l'écologie des bâtiments, sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, avant de démolir un bâtiment, on essaie de dire qu'est-ce qu'on peut garder. Alors, pour donner plus de chance à garder des choses, il faut que les bâtiments soient évolutifs, soient vraiment flexibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question, elle m'a échappé. Si quelqu'un en a une autre, il faut que je la retrouve. Non, c'est ça. C'était à propos d'imposer des choses à la maîtrise d'ouvrage, et notamment d'imposer un temps plus long de réflexion sur le projet. Parce qu'on a vu que pour le Grand Rex, vous avez profité du confinement pour faire des recherches et plus d'analyse. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça en temps normal? Et comment on peut convaincre quelqu'un que un temps plus long de réflexion, c'est un bâtiment qui sera mieux amené, qui tiendra mieux dans le temps, qui sera plus adapté à cette maison? En fait, dans le monde dans lequel on est, évidemment, le temps est très compté. Donc, en plus, il y a des acteurs qui nous précèdent parfois quand on est architecte. Il y a ce qu'on appelle les assistants à maîtrise d'ouvrage, qui eux aussi sont dans une posture où ils ont du mal, en fait, c'est difficile dans la position dans laquelle ils sont, et ils répondent un peu aux impératifs de leur maître d'ouvrage. C'est vrai que les maîtres d'ouvrage, ils n'ont pas envie de traîner 7 ans, 8 ans comme Peter Zumthor pour faire un bâtiment. Voilà, ça, c'est sûr, ce sont des cas très exceptionnels, il faut en avoir conscience. Ce qui nous rattrape, ce qui nous permet en fait de gagner du temps, c'est que c'est souvent trop optimiste, ces calendriers. En fait, ils déraillent assez vite. Ils déraillent parce que si la maîtrise d'ouvrage était parfaitement organisée, avait tout anticipé en amont, et elle réussissait à respecter son propre timing, là, vous seriez dans une situation difficile en tant qu'architecte, parce que lui, il a bien réussi, donc il faut réussir. En fait, on se rend compte dans la réalité que les maîtrises d'ouvrage, souvent, ça déraille quand même. Ça déraille, et je trouve que la réhabilitation, d'ailleurs, elle nous met dans une position particulière par rapport à ça, parce qu'elle nécessite davantage d'investigation et de diagnostic. Et ces diagnostics, ils sont rarement tous faits en amont. Je vois Toba qui est là, sur le Havre, il y a des diagnostics, on les attend encore, alors qu'on est en train de faire la phase pro, alors qu'on était censé les avoir tous au début pour travailler. Et pourtant, c'est une bonne maîtrise d'ouvrage, efficace, c'est un architecte d'ailleurs qui est chef de projet. Franchement, il y a toutes les conditions qui sont réunies, mais le principe de réalité fait qu'on arrive à se trouver du temps. Après, je parle de ma propre expérience, puisque j'ai jamais eu affaire à des gens qui étaient ultra pressés, non plus, en mode, même M. Hellman, qui dirige le Grand Rex, c'est toujours très pressé, tout ça, mais la réalité, c'est qu'on a souvent réussi avec le temps à convaincre qu'en prenant notre temps, on faisait mieux. Et aujourd'hui, même s'il est toujours un peu agacé qu'on soit trop lent, globalement, ça va. On n'a toujours pas une cible dans le dos et il ne nous a pas évacués. Pas encore. Peut-être qu'un jour, il le fera. Voilà. Donc, les situations sont toutes un peu différentes. J'ai l'impression que globalement,
on manque de temps, on voudrait toujours avoir plus de temps. C'est bien aussi de se dire qu'à certains moments, il faut avancer. Et globalement, je trouve que j'ai toujours plus ou moins eu le temps quand même de faire les projets, de les penser, de les réaliser. Je me suis rarement senti dans un sentiment d'urgence qui faisait que je faisais mal des choses. Voilà. Oui, je suis d'accord. Enfin, la question de calendrier de chantier est due à plusieurs choses. Surtout dans le domaine de la rénovation, on ne sait pas ce qu'on peut découvrir sur le site. Nous, sur Pâté, on a été bloqué pendant 5 mois parce qu'on a trouvé une cavité qui était scellée et on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et personne dans la ville était amène à nous dire est-ce que c'est une arrivée de gaz ou quoi que ce soit. Et l'entreprise n'a pas osé toucher. Ça a mis 6 mois pour faire percer, pour mesurer, pour machin, pour après pouvoir la déplacer. Ensuite, certains chantiers nécessitent, et la complexité de certains chantiers nécessite un temps supplémentaire qu'on découvre en fonction de ce qu'on trouve sur le sol. Là, par exemple, à Pâté, on était obligé de créer un sous-sol sur le sous-sol existant, donc il fallait construire un mur de soutènement creusé sous un mur de soutènement existant pour rajouter. Et ça, c'est un degré de complexité que l'entreprise avait du mal à chiffrer sur le papier. Après, il y a l'histoire de diagnostic. On découvre des zones d'amiante qui n'ont pas été déclarées. Donc, du coup, je parle dans la rénovation, dans le nouveau, c'est plus facile à maîtriser, sauf que pour une maison, c'est très facile. Je parle d'une grande construction. Quand on touche la géotechnique, le sol, on ne sait pas la constitution du sol, on ne sait pas s'il y a des cavités qu'il faut remplir, injecter. Et parfois, si on n'a pas des études complètes, des géotechniques, de la technique du sol, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme surprise. Et des choses comme ça, si le client n'a pas fourni, parce que ça fait même à la maîtrise d'ouvrage de fournir l'état des lieux, toutes les diagnostics et tout ça. Et si les informations sont incomplètes, on a une surprise sur le chantier, et ça c'est un côté. Après, il y a un autre côté, c'est que parfois on dérape avec le prix. Alors, il nous oblige à faire des économies. Et au moment où on fait des économies, les prix augmentent. Et donc, on se retrouve dans un cercle vicieux. Et à un certain moment, les clients, le temps coûte de l'argent, ils décident peut-être de couper court, d'aller plus vite, payer un peu plus, mais pour avancer. Et c'est des choses qui arrivent pour les projets complexes. C'est inévitable. Je me permets une question. Je suis passé récemment à l'OCM, place de la Bourse. Je venais de lycée. Un bâtiment est entièrement démoli et la façade en a été conservée. Je pense que vous voyez un peu rapidement le travail que je vais faire avec la question. À la fin de votre présentation, vous avez parlé d'un argumentaire avec la ville de Paris concernant la préservation, plutôt la démolition de plancher et leur reconstruction. Théâtre et donc, j'ai peur de ne pas avoir saisi en détail, donc peut-être que ça n'a pas été précisé, quelle est la différence en compte entre cette démolition en reconstruction de plancher qui a été autorisée et donc l'interdiction qui a été faite de démolir une grande partie des planchers au-delà de 50% sur ce même argumentaire écologique de la structure intime. Merci. Alors, j'avais du mal à comprendre, mais j'ai cru comprendre qu'il s'agit du niveau 4 et 5 qui ont été démolis, qui ont été remplacés en plancher en bois. C'est ça, c'est ça. Alors, j'ai dit que la hauteur claire nette sous le plafond était de 2,63 m dans un étage, 2,67 m dans l'autre étage. L'état du plancher actuel, s'il fallait le sauvegarder, on ne pouvait pas parce que le plancher n'était pas dessiné il y a longtemps pour supporter des charges contemporaines qu'on utilise aujourd'hui dans le bâtiment. On ne pouvait pas mettre les gens dessus. Donc il fallait renforcer, les renforcer avec des structures en métal, et c'était des poutres de l'ordre de 40 cm, donc il nous restait sous poutre 2,20 m. 2,20 m, ce n'est pas le code de travail. Le client a dit, mais moi je ne sais pas faire mon siège social dans des bureaux de 2,20 m.
est-ce qu'on peut essayer de trouver une argumentation est-ce qu'on peut argumenter avec le service de l'urbanisme tout d'abord, avant la ville de Paris. Et les services d'urbanisme, enfin, on a expliqué qu'on ne souhaite pas augmenter la hauteur du plafond. Si on remplace l'épaisseur de la dalle existante avec une dalle contemporaine qui est calculée, qui est faite en bois, on résout deux problèmes. Tout d'abord, on sait utiliser l'espace. Ensuite, on réduit l'empreinte carbone du bâtiment. Ils n'étaient pas en mesure de nous donner le feu vert. Donc, ils ont dit, ça c'est une question qu'il peut regarder la ville de Paris. On a approché la ville de Paris en disant, voilà, il y a un problème aussi environnemental. Sinon, le client il a dit, mais écoutez, moi je ne fais pas le projet, je ne sais pas vivre avec mon siège social dans des bureaux de 2,20 m et dans un niveau de l'autre de 2,24 m. Alors, quand on a présenté l'étude avec 300 tonnes, vous avez vu, entre la solution en gardant la cuillère et en faisant la solution en bois, on économisait 300 tonnes en empreinte carbone du bâtiment. La ville de Paris, du moment où on ne rajoute pas de surface, du moment où on garde la hauteur du plancher au même niveau, du moment où ce plancher ne représente aucune valeur historique, n'a aucune valeur, ils ne voyaient pas pourquoi ils doivent nous embêter. Donc, le côté gagnant de la ville, c'est qu'ils ont réduit l'empreinte carbone du bâtiment. Ça, c'est le côté gagnant. Et le client, il a eu un espace de 2,63 m où il peut vivre. Est-ce que j'ai répondu à la question? Non, j'étais assez peu clair. En réalité, pourquoi ce commentaire n'a pas pu être généralisé à l'ensemble du projet? Ah, la réflexion n'a pas... Bon, là, c'était trop demandé. Enfin, j'espère qu'il n'y a personne là de l'administration de la ville de Paris, parce que c'est quand même... la bureaucratie, elle est extrêmement rigide, elle est très, très dure. Quand on était à la fin du projet, ils étaient en train de changer le plan directeur. Ils nous ont contactés pour prendre notre avis, pour dire qu'est-ce qu'on a appris des choses qu'on devait vraiment changer dans le plan directeur. Enfin, nous, on a eu la discussion avec la BF. On n'a pas compris l'intérêt. Le service de l'urbanisme, il avait peur d'une chose, de tomber dans ce qu'on appelle le façadisme. Le façadisme, pour eux, on garde la façade, on casse tous les planchers, après on met des planchers partout, on double la surface par deux, et quand on regarde la façade, le plancher, il tombe au milieu des fenêtres, certains architectes s'en fichent royalement. Ils ont dit, on ne veut absolument pas ça. Alors nous, on a juré, craché, qu'on peut démolir, construire exactement à la même cote, exactement, sans changer, sans rajouter un seul niveau. Ils n'ont pas accepté. Ils ont dit, la règle, c'est la règle. Alors, quel était le coût de ça? C'est de dépenser 250 tonnes d'acier provisoire qui est allé après à la poubelle, au recyclage, à la poubelle. Voilà, c'était le quart de l'acier utilisé dans le bâtiment. Pourquoi? Pour garder en place des planchers qui sont incapables de soutenir, de porter une charge contemporaine du projet. Mais tout simplement pour respecter une demande administrative. Donc, moi, je me suis exprimé à plusieurs reprises amicalement en disant que ce n'est pas une façon intelligente. Je comprends le souci, c'est qu'il ne faut pas de façadisme, ça je le comprends. Il ne faut pas que les gens en profitent, mais il faut aussi que la règle soit un peu plus intelligente. Merci pour cette présentation. J'ai une petite question. On a vu que vous aviez deux attitudes très différentes face à la transformation d'un bâtiment avec un même programme. Ma question, c'est comment, en fait, vous pouvez... qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on puisse pas assez ou trop transformer un bâtiment? Comment, en fait, votre bâtiment pourrait être perçu, notamment peut-être par l'opinion publique, qu'il n'a pas été assez transformé? Ou, par exemple, je sais que l'atelier PNG, vous parlez souvent de réparer, soigner un bâtiment. Et qu'est-ce que vous pouvez dire face aux personnes qui vous diraient « mais vous n'avez pas assez changé », autant de millions pour pas avoir trop changé et pas avoir trop motivé le bâtiment, ce que je trouve personnellement intéressant.
Mais du coup, je me demande comment vous réagirez à ça. Et dans le sens inverse, comment dénaturer le projet de base et avoir trop changé aussi l'historique et le bâtiment, quoi. Je pense que chaque situation est un peu différente. C'est difficile de répondre en un tout parce que ça laisserait penser qu'on puisse avoir une recette. Je pense que la question de l'intervention dans l'existant, elle est forcément toujours hyper dépendante de... Je sais que ça peut paraître vieux con, mais je pense que la trinité vitruvienne, elle a toujours énormément de pertinence. Et il faut jamais omettre un des trois critères. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous... les curseurs sont toujours au même endroit. Je pense qu'un bâtiment, on peut se retrouver dans des situations où, pour qu'il continue à être utile, il faut beaucoup intervenir dedans. Puis dans d'autres cas, en effet, il faut quasiment rien faire. Et c'est vrai que là, on a deux attitudes différentes, parce qu'en fait, on a deux projets différents, avec deux programmes différents. D'une certaine manière, moi, je profite du fait que la grosse réhab, elle a déjà été faite. Parce que tout a été... il y a 6 salles de cinéma, en plus de la grande. Ça a déjà été fait dans les années 70. Et moi, j'ai pas eu à intervenir là-dessus. Et même la transformation qu'on va faire de la grande salle, on est en train de la réhabiliter profondément, en fait. Ce qu'on permet juste, c'est qu'on puisse retirer les sièges et que les gens soient debout. Bon, quand on dit ça, ça va nécessiter 2-3 petites interventions qui vont valoir une petite réunion avec la drive dans pas longtemps. Et c'est pour ça, déjà, je veux pas qu'on généralise. Et après, si on veut parler du Grand Rex, moi, à la limite, je vois ça comme un immense compliment, si ça se voit pas. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça nous arrive. On a eu un autre cas plutôt récent, c'est qu'on a restauré une tour de 100 mètres dans le 13e. J'étais encore dans une réunion avec des gens qui habitent une des autres tours, parce que nous on s'occupait de Sapporo, et les autres ils sont dans la tour Helsinki, et elle a pris énormément de pincettes, c'est une personne du conseil syndical, elle m'a dit ça se voit pas ce que vous avez fait. Je dis c'est bon signe parce que c'est ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que oui, je pourrais vous montrer des photos et vous serez évidemment comme moi, vous dire ah oui c'est vrai que c'était comme ça, c'était très abîmé, et ainsi de suite. Mais si la restauration, elle a amené dans ces deux cas, qui sont le Grand Rex et la tour Sapporo, à se dire en fait c'est bien comme ça, le bâtiment il continue à être ce qu'il est, et ainsi de suite. Je suis heureux, je me suis retrouvé dans des positions où je aussi réhabilité de manière plus lourde. En fait souvent je préfère quand même quand c'est le moins lourd possible, j'avoue. Et on parlait là du façadisme. Vous avez des cas de figure. Je sais qu'aujourd'hui, dans les écoles, on vous parle beaucoup de H-architectes. Ce sont des architectes espagnols. Ils ont fait un bâtiment comme ça, ils ont réhabilité les anciennes cristalleries Planel pour en faire un centre communautaire à Barcelone. Et le projet, c'est un projet de façadisme, si on regarde bien. Les structures intérieures, c'est juste les façades. En fait, dans ce cas-là, le projet a énormément de pertinence. Parce qu'il opère une espèce de retrait à l'intérieur du bâtiment initial, en fait, pour fabriquer un système climatique. Permettre à ce bâtiment, qui était vraiment totalement abandonné, de devenir un centre civique. Et moi, je trouve que là, oui, peut-être qu'il y a eu des interventions plus fortes que ce qu'on aurait pu souhaiter, mais en fait, à la fin, je pense que ça en valait le coup. C'est pour ça, voilà, il y a une ligne de crête tout le temps, et puis il faut être agnostique. On peut aussi penser que les choses sont justes à une époque, et peut-être que plus tard, on se dira, c'est pas ce que je devais faire, mais c'est peut-être ce qui arrive, franchement, ça arrive. Je me dirais, fallait pas le restaurer comme ça, mais j'ai envie de vous dire, il s'est fait, c'est comme ça. Donc, on verra dans 20 ou 30 ans, quelqu'un le fera derrière moi, et puis dira tout le mal qu'il veut de ce qui a été fait, et je pense que ça... Ouais, il faut être un peu là-dessus, après une forme de se détendre d'une certaine manière. Je pense que quand même l'architecture, il faut faire ce que l'on fait. Et je pense qu'il y a des moments où c'est beaucoup, il y a des moments où c'est très peu. Mais tant que c'est utile, que les lieux vivent, qu'ils sont utiles à l'humanité, je pense que ça vaut le coup. Je rajoute le mot, je pense qu'il y a deux choses. Il y a, par exemple, dans le projet du Rex, la présence de l'histoire et d'une telle force, c'est qu'on ne pouvait pas le faire autrement. Il y a dans certains projets, nous, on avait plus de liberté, parce que la partie historique, elle est limitée à la partie extérieure, à l'intérieur, il y avait le chaos historique, il n'y avait pas d'histoire. Dans le cas du Rex, l'histoire, elle est tellement forte à l'extérieur, à l'intérieur. Enfin, quand on fait de la rénovation, il faut travailler intelligemment avec l'histoire et savoir quelle partie de l'histoire préserver. Sauf que dans le Rex, tout est histoire.
C'est une histoire d'une telle intensité qu'on a peur de coucher plein de fois. Il faut être beaucoup plus responsable. Dans notre cas, la partie historique, c'était seulement la partie extérieure. À l'intérieur, mais il n'y avait rien. Donc on avait plus de liberté. Et donc du coup, dans les projets, il faut faire attention. Il ne faut pas tomber il faut pas tomber soi-même prisonnier. Il ne faut pas rentrer soi-même dans une prison fermée et dire voilà, j'ai la contrainte. Aussi, dans les projets, on ne peut pas faire des projets sans contrainte. Donc quand on a une contrainte, ça nous aide à prendre des décisions. Sauf que dans certains projets, la contrainte est beaucoup plus présente. Dans le cas des banks, la contrainte historique, elle est très très forte. Elle est beaucoup plus forte que dans le cas de Tate Palace. Tate Palace, elle est limitée à certains aspects. Donc voilà, ça crée aussi la différence entre les deux approches, non? Je vais juste ajouter que, de fait, la question de la contrainte, c'est vrai que le mot en français a une espèce de connotation péjorative, puisqu'en plus on l'adosse à d'autres choses péjoratives. Les architectes, on connaît bien, puisque le béton, c'est carrément des expressions bétonnées, ainsi de suite, ce qui est très dur, parce que le béton, c'est pas forcément le béton ciment Portland qu'on a tartiné, c'est aussi des bétons qu'on utilisait il y a 2000 ans, avec des matériaux beaucoup plus environnementaux, responsables. Donc la question du mot de la contrainte, moi je pense pas, tu vois, dans le cas de l'histoire, je l'ai pas vécu comme une contrainte. Je l'ai vécu plutôt comme un... Vous savez, on s'appuie, l'architecture comme d'autres disciplines, et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est une discipline, elle profite quand même de l'expérience passée. C'est très fort évidemment dans la science. Bon, Vitruve disait que l'architecture c'est une science, là je ne suis pas trop, je pense que c'est pas vraiment une science. Et par contre, elle a la même qualité que la science de se dire, il y a des choses qui ont été faites avant, elles nous servent en fait, il faut s'appuyer dessus. C'est vrai que dans le cas du Grand Rex, qu'est-ce que j'allais m'inventer juste pour le plaisir de marquer de mon empreinte ce bâtiment-là, de re-questionner des choses qui avaient été posées il y a 90 ans et qui avaient quand même une actualité aujourd'hui. Enfin, ce bâtiment, c'est assez incroyable, il y a toujours des gens qui vont voir des films dedans différemment, l'écran a changé, le son a changé, la lumière a changé, mais par contre, ce qu'il est, la position dans la ville et ce qu'il offre aux gens n'a pas changé, ce qui fait que vous aurez toujours des enfants qui vont rentrer dedans, comme moi je l'ai été, et voir un film... Comme il y a 90 ans, c'est juste que le film il a changé. Donc là-dessus, oui, j'allais pas m'inventer quoi que ce soit. Et là, je l'ai vu plutôt presque pas comme quelque chose de réconfortant, mais si un peu, quand même, de dire bon, je risque pas grand-chose. Il faudrait vraiment que je sois très violent pour faire mal à un bâtiment comme ça. Je risque pas grand-chose. Donc les petites inventions finalement qu'il y a dans le projet, même dans la restitution, le bâtiment est capable de les accepter. Mais bon, c'est ce cas-là, et on pourrait parler de plein d'autres cas. C'est vrai que j'ai pas assez dit la Vénustas, de la Trinité vitruvienne quand même, mais bon, enfin, d'avoir cité. Bah, si, après, c'est peut-être parfois tellement évident dans le cas de. Bon, bref, c'est vrai, peut-être. Oui, et peut-être il faut rappeler des évidences. Alors, je serais moins radical que vous, mais oui, peut-être qu'on l'a pas assez utilisé, enfin, par pudeur. Non, mais j'aimerais bien dire quelque chose. Vous savez, pour parler de beauté, il faut beaucoup de courage. Renzo Piano, il a commencé, il se permet maintenant, à son âge, de parler de beauté. Et il précise qu'il parle de la beauté primaire, et non pas la beauté fertile comme ça. Et donc, parler de la beauté, c'est assez prétentieux, c'est très très fort. Et je pense que nous, notre approche, elle est plutôt expérimentale, on prétend qu'on est plutôt scientifique et non pas seulement esthétique. Après, l'esthétique, la beauté, elle en découle. Mais ce qui est important, c'est que des gens comme vous voient la beauté, et ce n'est pas à nous de le dire, regardez que c'est beau. Et je vous remercie parce que vous avez trouvé que c'était beau. Et voilà, donc ça c'est important. Je voulais préciser une petite chose que je n'ai pas eu le temps de dire dans la conférence, c'est que dans tous les écrans, dans les projets papier, c'est des écrans LED. Il n'y a pas de projection, c'est seulement à l'exception de la grande salle où on a toutes sortes de projecteurs.
35 à 28. Et dans les autres salles, c'est des écrans de 10 mètres sur 5 mètres, c'est comme des écrans télé. Donc il n'y a pas de projection. Parce qu'on peut parler de technologie des écrans anciens. Bien. Encore une fois, merci à tous les deux. Merci Michel Martinetti, merci Antoine Chaya d'avoir répondu positivement à notre invitation, d'avoir partagé avec nous vos projets, vos approches de la réhabilitation. Et merci à tous et toutes d'être venus assister à notre conférence. Merci encore une fois à l'ENSA Paris-Belleville de nous avoir accueillis. Et donc, on a pour habitude, après nos conférences, de poursuivre les échanges de manière plus informelle au bistrot La Maison, qui se trouve à 100 mètres à droite sur le boulevard des Villettes, si vous souhaitez continuer à échanger avec vos invités. Merci, bonne soirée, à bientôt.